Start recording et start streaming. Bonsoir à tous. Alors normalement on devrait être en live maintenant avec 7 minutes de retard. On est un peu en avance par rapport à la semaine dernière. Désolé, on est déjà un peu en retard par rapport à ce qu'on avait prévu. Effectivement, on est sur Twitch, on est en live et est-ce que vous nous entendez bien ou pas? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Ok. Christophe me dit qu'il nous entend. Ok. Voilà, il y a Dot38FR qui nous dit qu'il nous entend bien. Euh, J'espère sans trop d'écho. C'était vraiment la question et le souci de dernière minute qu'on avait aujourd'hui. Pourtant, on s'était bien préparé. C'est pas évident, toujours. Voilà. C'est bon. Ok, parfait. La confirmation de rabat. Je pense qu'on peut commencer ce jeudi 5e épisode, qui est un jeudi un peu particulier. Comme vous le voyez, on a un nouvel arrière-plan. Il a été réalisé par une graphiste de France, de Rennes. Donc pas, il n'y a aucun rapport avec le Père Noël. Elle travaille pour Active Design. Elle nous a fait ça. Il est 100% customisable. Et un grand merci à elle. Alif Paradox qui nous dit ouf, j'ai eu un peu peur de m'être trompé d'horaire. Non, c'est juste nous, on est 10 minutes en retard, donc désolé pour ça. Donc voilà, cette semaine-ci, donc c'est un jeudi un peu particulier puisque on ne suit pas le programme habituel, il n'y a pas de news particulière, on ne fait pas de live coding, on n'essaye pas de déployer un Mattermost en live, ce genre de choses. On va juste inviter Christophe à nous parler de SaaS Libre. Et Dot30 nous dit que l'écho est revenu. L'écho est revenu quand je parle ou alors quand l'écho est revenu. Ça, c'est embêtant par contre. Attends. On va peut-être couper ça. Est-ce que l'audio... Est-ce que ça pose toujours problème là-bas? Est-ce qu'il y a toujours un écho? En fait, le son il est différent. On dirait que c'est pas avec ton micro. Parle un peu, Christophe. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que de mon côté, il n'y a pas d'écho. Et sait-on jamais. Voilà. Est-ce qu'on m'entend toujours, moi, de mon côté? Ah, c'est bon. Non, mais on a... Ok, parfait. Bah écoutez, on va mettre ça sur les problèmes techniques pour Christophe. C'est nickel qui nous dit Dot38. J'espère que pour moi aussi et pour Rabat aussi, normalement, ça devrait être bon. Quelques petits soucis entre Vidéo Ninja et mon ordinateur qui se montre de plus en plus capricieux. Voilà. Encore désolé pour le retard. Merci Christophe de participer à ce live et de nous expliquer ce nouveau concept de SaaS Libre. Voilà, tu as la parole et on se réserve à la fin de la session pour les questions. Bon, bah parfait. Oups. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci à Mattermost FR du coup de m'inviter ce soir, puisque je suis en fait sur YouTube, je suis les vidéos. Et ce soir, en effet, je vais vous parler du concept de SaaS Libre qui, vous le verrez, est pas forcément si neuf que ça, mais c'est un concept qu'on a en cours de réflexion chez nous. Et alors, quand je dis chez nous, je vais commencer par me présenter. Donc moi, c'est Christophe Chaudier. Je suis CTO de l'Hydra. L'Hydra, c'est un collectif de freelance, mais on édite aussi des services en ligne, et product owner d'un de ces services-là qui s'appelle Frogit. Frogit, qui est une usine logicielle en fait hébergée en France et basée sur des logiciels libres, mais j'y reviendrai plus tard. J'ai aussi une chaîne YouTube, un podcast. Je fais du mentorat et des formations autour du DevOps, et j'anime une communauté. Donc le côté libre, ça me passionne.
Donc comment ça va se passer ce petit talk? D'abord, je vais vous parler du mouvement du logiciel libre. Peut-être que en fait certains d'entre vous ne le connaissent pas, donc c'était bien de pouvoir le présenter. Ensuite, on va venir au concept du SaaS libre. C'est quoi un SaaS libre? Est-ce que ça peut être loyal, un service en ligne? La vision qu'on a, nous, pour le mettre en place. Et après, on va pouvoir discuter tout le long du live, puisque la présentation elle devrait durer entre 25 et 30 minutes. Alors, le logiciel libre, ça a commencé finalement à émerger dans les années 90 grâce à ce monsieur. J'ai un écho étrange. Non, c'est bon, c'est parti. Donc, c'est Richard Stallman. Richard Stallman, en fait, c'est un informaticien dans les années 70 qui s'est posé des questions sur le logiciel et finalement notre équité face au logiciel. Et il s'est inspiré d'une devise qu'on connaît bien en France, qui est liberté, égalité, fraternité, et il nous définit le logiciel libre comme ça. La liberté parce que finalement les programmes doivent être libres et respecter la liberté des utilisateurs, l'égalité parce qu'on doit tous être égaux devant le logiciel, et la fraternité parce qu'on doit encourager la coopération entre les utilisateurs. Et en fait, il en a défini 4 libertés essentielles qu'on peut retrouver soit chez la Free Software Foundation ou aussi sur la GNU Foundation. Donc la première des libertés, finalement, pour qu'un logiciel soit libre, c'est qu'on a le droit d'utiliser le programme comme on veut, pour n'importe quel usage. Quel que soit l'usage qu'on veut faire, on est libre de l'utiliser. On est libre aussi, et c'est la deuxième liberté fondamentale, on est libre de copier le logiciel et de le distribuer auprès des autres pour justement pouvoir les aider à eux-mêmes utiliser ce programme-là. La troisième liberté, c'est de pouvoir étudier le logiciel et donc pouvoir étudier son code source. Si on est capable d'étudier le code source, si on est développeur par exemple, on doit pouvoir l'étudier et savoir comment il fonctionne. Et la quatrième liberté finalement qui découle de tout ça, c'est qu'on doit pouvoir modifier le logiciel pour en faire ce qu'on veut. Et évidemment, si on la fusionne avec la liberté de copier, on peut évidemment copier une version modifiée du logiciel et la distribuer auprès de tiers. Et en fait, ces quatre libertés essentielles, c'est vraiment ce qui fonde le mouvement du logiciel libre, et c'est ce qui nous assure à nous, utilisateurs, d'être vraiment libres face à un logiciel. Et face au logiciel libre, on entend souvent parler des logiciels privateurs, qui sont les logiciels propriétaires, tels que Windows par exemple. Alors, il y a plein de logiciels libres, notamment Mattermost. Je pense que je vais prendre cet exemple-là pendant ma présentation. Mattermost est un logiciel libre. Et il y a des préjugés, en fait, qui sont un peu répandus vis-à-vis des logiciels libres. Alors, j'en ai mis 2 qui, pour moi, sont les plus gros préjugés. On entend souvent, le logiciel libre, c'est forcément gratuit. Alors, c'est une des conséquences des libertés. C'est en effet gratuit. Par contre, si le code source est gratuit, l'implémentation ou la maintenance d'un logiciel libre n'est pas forcément gratuite. Si on prend l'exemple de Mattermost, il faut l'installer, il faut l'exploiter, il faut mettre à jour Mattermost, et ça, c'est des compétences qui ne sont pas gratuites pour une entreprise. Et surtout, beaucoup de personnes font vraiment pas la différence entre le logiciel libre et l'open source. En fait, un logiciel libre, il est forcément open source, puisque c'est une des 4 libertés, mais par contre, un logiciel open source n'est pas forcément libre. Si je prends l'exemple de Tous Anti-Covid Verif, qui a été publié il n'y a pas si longtemps que ça, le code est diffusé, on peut le lire, par contre, il n'est pas libre, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas le modifier, parce que la licence l'interdit. C'est vraiment ça qu'il faut faire comme différence, c'est open source versus libre. C'est l'un est vrai, mais l'autre est pas vrai. C'est-à-dire qu'un logiciel open source est pas forcément libre. C'est pour ça qu'on préfère souvent parler de logiciel libre et parfois de logiciel open source. Si vous voulez en savoir un peu plus justement sur ces enjeux-là, l'enjeu du libre et comment le libre il se répand finalement en dehors du logiciel, moi je vous conseille cet excellent documentaire qui est La bataille du libre. C'est un film en fait de Philippe Borel. Il y a 2 versions, une version courte et une version longue. Moi je vous conseille vraiment la version longue si vous arrivez à la voir. Elle est souvent diffusée dans les villes et en ce moment on peut aller l'acheter sur le site. On peut en tout cas, si vous cliquez sur l'image, vous pourrez vous tomberez directement sur le site.
une fois qu'on a parlé du logiciel libre, finalement, on peut se poser la question, est-ce qu'un service en ligne, ça peut être libre? Et si oui, comment? Alors, petit disclaimer, c'est une réflexion qui est encore en cours chez nous et chez moi. Je me pose la question depuis bientôt plus d'1 an. J'en ai parlé sur la communauté que j'anime. Et ça chemine. Et moi, j'aimerais bien pouvoir arriver à en faire un manifeste pour justement définir correctement ce que c'est un service en ligne libre pour nous. Alors, la première chose que je peux vous dire, c'est que dans le mouvement du logiciel libre, il est déjà accepté que le logiciel libre, il peut être commercial, parce que le logiciel libre et le mouvement vise à vraiment répandre le logiciel libre de partout, y compris dans les entreprises. Et si on peut pas avoir un support ou une maintenance ou une installation commerciale, le logiciel libre, il percera pas. Donc, de base, on sait que le logiciel libre, il peut être commercial. Je vous ai mis ce petit pavé qui vient du site de la GNU Foundation, je crois. Pareil, vous avez le petit icône en bas qui vous permettra d'aller naviguer sur le site. Et donc, le marché du libre, en fait, il est extrêmement dynamique, ce que je ne savais pas vraiment, en fait, avant d'aller faire cette présentation. Je savais que c'était un marché qui existait, mais je savais pas qu'il était aussi dynamique que ça, puisque d'après... finalement, je sais plus quelle est la source, mais je crois que c'est Challenge. L'open source, en fait, le marché de l'open source, il est 2 fois plus dynamique que le marché IT français. Donc, je sais pas comment ils ont conçu leur source, mais si vous êtes curieux, allez le voir. Mais surtout, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la France est le leader en Europe du logiciel libre. Et selon moi, elle a vraiment en tout cas, la francophonie a vraiment une culture qui est proche du logiciel libre. Puisque, comme on l'a vu, le logiciel libre s'inspire quand même de la devise française, donc je pense que on a quand même quelque chose à faire dans le mouvement du libre. Mais un SaaS libre, pour nous, c'est quoi? Finalement, comment est-ce qu'on va faire pour définir un SaaS libre? Ce qui nous intéresse vraiment chez nous, chez l'Hydra, quand on fait nos services en ligne, c'est la liberté du client, et on veut vraiment que le client soit le plus libre possible. On veut pas qu'il soit enchaîné à nous, parce qu'on part du principe que s'il est libre de partir, il va rester avec nous. Donc, on va essayer de faire des services sans engagement, il peut partir quand il veut, et avec ses données lui appartiennent, il peut les héberger ailleurs, sur les solutions libres qu'on lui propose, mais ailleurs. Donc ça, c'est ce qui fonde un petit peu notre idée. Et en fait, c'est pas une idée qui est nouvelle. Parce que moi, j'ai réussi à remonter jusqu'en 2009. Et si vous avez en tout cas entendu parler des SaaS libres ou des SaaS open source, mais ce qui m'intéresse, comme vous l'aurez compris, c'est le SaaS libre avant 2009, ça m'intéresse d'avoir des pistes. En 2009, il y a TwoLive, qui était un SaaS libre, qui était un ERP finalement en mode SaaS. Bon, TwoLive n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. On a eu en 2011 une conférence sur le cloud ouvert qui a été donnée au FOSSA, qui était donnée par OpenCloud. En 2012, il y a l'AFUL, l'Agence française des utilisateurs du libre, qui ont défini ce qu'on appelle des services en ligne loyaux, et ils parlent aussi de SaaS libre dans leur règlement intérieur, je crois. Je vous ai mis le lien aussi. En 2014, on a Smile. Je pense que beaucoup de gens connaissent Smile, en tout cas les personnes qui s'intéressent à l'open source et au logiciel libre, qui lancent des solutions open source en mode cloud. Ça veut dire qu'ils vont héberger dans le cloud des solutions open source. Mais là, on est encore sur l'open source. Et on a les chatons qui ont fait leur apparition en 2016, qui sont des services en ligne qui se disent libres et éthiques et complètement décentralisés. Donc les chatons, c'est une initiative de Framasoft, et justement c'est pour dégoogliser Internet. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce mouvement-là. Donc notre réflexion finalement, elle m'a amené à pondre ce petit manifeste que j'espère il va évoluer en tout cas. Et donc pour moi, un client, il doit être libre de connaître les logiciels qu'on va utiliser pour créer son service en ligne. C'est-à-dire que si aujourd'hui je crée un service en ligne et que je le mets à disposition des utilisateurs ou des clients, je veux
si je respecte mon manifeste, qui connaissent les logiciels et qui sachent lesquels exactement ont été utilisés. Et évidemment, lui-même, il pourrait les mettre en place. Ça passe par l'utilisation de logiciels libres, parce que sinon, il faudra que soit je leur vende la propriété du code, soit qu'ils recréent le logiciel. Donc nous, on va se baser uniquement sur des logiciels libres. Il doit pouvoir partir quand il veut, il est libre de partir quand il veut, avec une procédure très simple. Il n'a pas d'engagement, il nous écrit un mail ou il remplit un formulaire et il part. Et son abonnement s'arrête. Il doit disposer de ses données, il doit avoir accès à des sauvegardes journalières. Ça, c'est vraiment un vœu pieux chez nous, c'est de mettre à disposition en continu les sauvegardes auprès de nos clients et de pas qu'ils aient à les demander en fin de compte. Vraiment, on veut pouvoir leur les fournir et qu'ils aient que à les télécharger, c'est-à-dire ils les téléchargent, s'ils veulent partir, ils partent. Puis voilà, ils sont vraiment libres. Et enfin, on veut qu'ils aient à disposition un logiciel qui respecte leur vie privée et la propriété de leurs données. Nous, notre business model, c'est pas comme les GAFAM, c'est pas la vente de publicité, nous, c'est la vente d'abonnements. Donc, on va respecter leur vie privée, on va tout faire pour que leurs données, elles soient sécurisées. Et enfin, et ça, c'est plutôt notre rapport à la souveraineté numérique, c'est qu'un client doit pas être, doit être libre de ne pas subir les lois extraterritoriales. Donc là, je pourrais parler, par exemple, des lois extraterritoriales américaines qui sont champions là-dessus, puisque vous avez peut-être entendu parler du Cloud Act, qui est une loi qui permet justement d'aller récupérer les données sur des serveurs d'entreprises américaines, quel que soit l'endroit où elles se trouvent dans le monde. Et donc ça, on pense que c'est pas une liberté pour le client de devoir subir les lois extraterritoriales. Aujourd'hui, nous, on est une entreprise française. Ça veut dire que nos services en ligne, ils sont hébergés chez des hébergeurs français qui ont pas de loi, qui dépendent pas des lois américaines. Notre manifeste, il se veut plutôt simple, donc à voir comment on va le travailler. Donc c'est aussi pour ça que j'ai demandé à Mattermost FR si on pouvait en parler, pour lancer un petit peu la réflexion là-dessus. Du coup, une fois qu'on a défini ce que ça pouvait être, un SaaS libre, c'est quoi notre vision et comment est-ce qu'on va implémenter ce SaaS? Comment est-ce qu'on va le mettre en place? Et je vais prendre l'exemple de Frogit. Donc Frogit, je vous en ai parlé, c'est une usine logicielle hébergée en France et basée sur les logiciels libres, puisque en fait, c'est GitLab et Mattermost aujourd'hui. On a assemblé GitLab et Mattermost, on les a fait communiquer avec le SSO, l'authentification unique, et les gens qui s'inscrivent à Frogit ont à disposition un GitLab, le chat Mattermost, l'ACI GitLab et l'hébergement des pages statiques sur les GitLab pages, et on espère plus tard pouvoir rajouter d'autres briques. Donc c'est aussi pour ça que je discute pas mal sur Twitter avec la communauté Mattermost FR, c'est parce que comme notre service embarque Mattermost, finalement on a deux grosses briques qui sont GitLab et Mattermost. Et donc ça, c'est ce qu'on propose à nos clients, c'est vraiment d'aller leur présenter un service qui est basé sur ces logiciels libres-là, en version, comme on dit, vanilla, pas vraiment tunée. Et si on développe des outils à côté, soit on les rendra libres, soit en tout cas, ils modifieront pas le code de ces outils-là. Et en fait, aujourd'hui, je vous ai parlé de l'Hydra, mais on est en train de créer une société à côté, puisque l'Hydra, c'est un collectif de freelance et on veut sortir nos services en ligne de ce collectif-là pour créer une société à côté. Du coup, avec Thomas Michel, qui est mon associé, on s'est posé beaucoup de questions sur la raison d'être de la future société qui va héberger ces services en ligne, parce qu'on en a deux. Et du coup, on en est arrivé à mettre finalement dans la raison d'être de notre société des préceptes qui viennent finalement de ce que je vais vous expliquer. On a l'autonomie, puisqu'on veut proposer des services en ligne pour que les organisations, donc ça c'est les sociétés, les associations et les collectivités, puissent être autonomes vis-à-vis des services en ligne. Ça, c'est vraiment c'est notre ligne principale. On veut aussi contribuer au commun, œuvrer pour la diffusion du libre, participer aux communautés. Donc, on s'inclut dans les communautés. Par exemple, de mon côté, je suis GitLab Heroes. Ça veut dire que je crée du contenu autour de GitLab. Je participe aussi, quand je peux en tout cas, à la documentation, parce que évidemment, quand on met en place Frogit, on lit la documentation GitLab et on tombe sur plein de petits bugs de documentation, donc on fait des merge requests sur la documentation. On veut être économe, on veut éviter de gaspiller les ressources et vraiment le côté impact environnemental, ça nous importe
énormément, parfois même plus que le libre. Ça veut dire que si on a des solutions qui sont plus économes en énergie, ou en tout cas des machines qui sont plus économes, mais qui sont pas libres, on va préférer l'écologie au libre. Ça, c'est une préférence chez nous. L'humain, on veut prendre soin finalement des hommes et des femmes, plutôt des femmes et des hommes qui travaillent avec nous, et pour nous. Ça veut dire que les prestataires qui travaillent aussi avec nous, on va essayer de faire attention à eux, de pas vraiment les pressuriser. C'est pour ça qu'on est une coopérative, justement pour faire attention aux humains. Et on veut avoir un impact positif sur le monde et la société, à travers le logiciel libre, évidemment. Et enfin, on veut proposer des solutions sûres et complètement robustes, et ça, on va se baser sur le cloud et la haute disponibilité pour ça. Et du coup, on en a dérivé des valeurs qui sont en fait une implémentation, enfin, sont vraiment le côté, concret de ce que sont notre raison d'être. On veut des services en ligne ergonomiques et agréables. Ça veut dire qu'on va vraiment travailler les services, enfin les logiciels, et on va essayer de les rendre beaucoup plus accessibles. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de l'authentification unique. Notre deuxième service en ligne, on envisage de mettre en place 9 ou 10 services, donc 9 ou 10 logiciels qui vont s'interconnecter entre eux. Et pour nous, la mise en place d'une authentification unique sur ces services-là, c'est super important. Donc s'il y a des briques logicielles qui ne vont pas exister, on va essayer de les créer et de participer aux communautés en ligne pour ça. Et on envisage à terme de pouvoir faire travailler justement des graphistes et des ergonomes sur les logiciels libres. Ça, c'est quand on aura beaucoup d'argent et qu'on aura plein de clients. La liberté, comme je vous l'ai dit, donc les clients sont libres et autonomes. Ça, ça fait partie de nos valeurs. On veut vraiment qu'ils soient complètement libres. Et enfin, l'engagement, ça c'est l'engagement écologique, c'est on veut vraiment mutualiser les ressources, le matériel, et utiliser des logiciels pérennes, parce qu'on le dit pas assez, mais le logiciel libre, comme c'est un logiciel qui est que tout le monde peut utiliser, auquel tout le monde peut contribuer, quelque part ça le rend périn, et il est plus soumis à l'obsolescence programmée qu'on voit chez certains logiciels privateurs, ce qui fait que le logiciel libre pour nous c'est un levier d'émancipation et un levier d'action pour l'économie, on va dire, écologique. Bon, les atouts de nos services, en fait, on va mutualiser les ressources, comme je vous l'ai dit. On utilise des hébergeurs français en priorité. Ça, c'est... on utilise des hébergeurs français et on utilise des solutions SaaS en priorité français pour pouvoir faire tourner l'économie, parce que si on injecte notre argent chez des fournisseurs qui sont étrangers, du coup, la monnaie, elle part à l'étranger et c'est pas notre souhait. On est une scope, comme je vous l'ai dit, ça veut dire qu'en fait, la répartition de la plus-value, des bénéfices, c'est vraiment une autre vision chez nous. C'est principalement les salariés, en fait. Si vous connaissez pas les scopes, on pourra en discuter. Et surtout, on essaie de rédiger, et là c'est notre travail du moment en ce moment avec Thomas, des conditions générales de vente et d'utilisation qui soient compréhensibles et responsables. Et c'est pas facile, je peux vous le dire, parce que des fois on se pose des questions, comment est-ce qu'on tourne ça, comment est-ce qu'on laisse ça compréhensible, tout en étant super professionnel, parce que notre objectif c'est d'être hyper pro. Alors, Frogit c'est encore en bêta. C'est une bêta qui est encore ouverte au public, qui est complètement gratuite. Donc si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez rejoindre les bêta-testeuses et bêta-testeurs, vous pouvez. Vous avez le lien, pareil, dans la description. Et vous pourrez vous inscrire et vous pourrez tester le produit et nous faire un retour sur le produit. Et justement, maintenant, c'est le moment où on va passer aux questions. Je vous mets mon compte LinkedIn, c'est le meilleur endroit pour me suivre. Comme je vous l'ai dit, les petits icônes verts avec la flèche, c'est des hyperliens, parce que vous aurez à disposition le PDF et vous pourrez cliquer dessus. Et un petit mot sur la présentation. Donc déjà, la présentation en elle-même est en Creative Commons CC by SA, mais surtout, j'ai utilisé SlideGo, qui est un site qui propose des présentations déjà toutes faites. Donc cette présentation-là, elle vient de SlideGo. Ça inclut des icônes qui viennent de Flaticon et des images qui viennent de FreePic. Et moi, je suis allé chercher des images aussi sur Unsplash. Et donc, ces 4 ressources-là fournissent des ressources libres ou au moins utilisables en Creative Commons CC by SA. Et maintenant, je crois que il doit y avoir des questions. En tout cas, je sais que William en a.
Oui, en effet. Tout d'abord, pour l'histoire des liens, on les mettra dans la description de la vidéo parce qu'effectivement, ici, ce n'est pas cliquable. Donc, effectivement, si les personnes qui regardaient le live n'ont pas pu cliquer en cours de route, ben, c'est tout à fait normal. Alors, dans le chat, on a Issa 2019 qui nous dit: j'ai plein de trucs à dire sur Mattermost, justement. Ben, écoute, n'hésite pas à les poser dans l'espace commentaire de Twitch. On y répondra avec plaisir. Effectivement, moi j'avais quelques questions vis-à-vis de ta présentation qui est très intéressante. Euh, Tout d'abord, avec la fameuse question que tu as posée, si on a des sources au niveau d'initiatives de SAS libre avant 2019, avant 2009, pardon, c'est vrai que on n'a pas pu remonter aussi loin que nous de notre côté. C'est vrai que 2009 c'est déjà une bonne année, je veux dire. On avait trouvé des occurrences vers 2012, mais 2009, t'es déjà allé plus loin que nos recherches. Donc je vais redemander au reste de l'équipe de Mattermost, et notamment du côté de nos amis de Framasoft, pour voir s'ils ont des initiatives qui datent de plus loin de, de là. Je le note de contacter nos amis de Chromasoft. On a un peu un lien privilégié avec eux parce qu'en fait, ils ont une grosse instance aussi de Mattermost et ce sont parmi les pionniers de Mattermost en France, justement. Et je prends le temps de les remercier dans cette vidéo aussi. J'espère qu'ils apprécieront. Donc voilà, c'était pour la petite mention par rapport à cette recherche que tu avais faite. Tu as mentionné également d'être un GitLab héros, donc tu fournis pas mal de contenu à ce niveau-là, mais il n'est pas peut-être pas dit que d'ici quelques temps, tu ne seras pas également un Mattermost Superstar. C'est un programme qu'on a lancé il y a pas longtemps, qui pourra intéresser d'ailleurs les personnes qui nous suivent. Euh, c'est un programme qui a pour but de remercier les contributeurs qui sont soit les plus actifs ou alors qui fournissent des fonctionnalités ou alors du contenu qui sort vraiment de l'ordinaire et qui peut intéresser finalement un peu tout le monde. Et pour ça, je remets peut-être mon, mon arrière-plan correctement. Tac, tac, tac. Voilà, on voit du coup, on voit toutes les parties techniques. Euh, la première, effectivement, c'était un nouveau programme qui a été mentionné cette semaine-ci, mais on en avait déjà parlé il y a quelques temps d'ici, notamment sur Twitter. Ce programme-là a pour but, donc, comme on l'a dit, de remercier, je veux dire, les personnes qui nous aident dans le cadre de Mattermost. Et je pense qu'on en reparlera prochainement, parce que je pense effectivement que désormais, Christophe, tu as toute ta place parmi ce programme-là, puisque tu as envie de promouvoir Mattermost sur le niveau francophone et français. Donc c'est vraiment pas mal. Euh, il y Oui, avait... alors si Oui. je peux intervenir, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de faire du ChatOps. C'est une des voies que j'étudie, parce que vous aurez compris le mouvement DevOps. J'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et faire du ChatOps, c'est-à-dire utiliser les possibilités de GitLab et de Mattermost conjuguées, parce que Mattermost, je vous l'ai pas dit, mais c'est notre outil central chez nous. On utilise le Mattermost de Frogit tous les jours depuis bientôt 6 mois maintenant. C'est vraiment notre outil de communication principal. Et donc, utiliser le ChatOps, c'est-à-dire lancer des commandes dans le chat pour faire des choses dans GitLab, c'est un truc que j'aimerais bien explorer et donc faire des vidéos dessus. Bah écoute, y a pas de souci avec ça. C'est bien que tu en parles parce qu'effectivement, dans le but de nos prochaines vidéos, on aimerait bien un peu se retourner justement sur la partie plugin et application Mattermost. Donc à mon avis, ce sera un sujet qui pourra effectivement t'intéresser, justement en tant que DevOps toi-même, justement en utilisant la technique du ChatOps, ça permettra peut-être de redéployer des machines, etc., directement parmi le chat Mattermost. Et ça, je trouve que c'est effectivement une belle synergie entre nos deux communautés respectives, quoi. Puisque comme tu l'as dit, tu fais un live, c'est tous les combien de temps que tu fais ce live-là, justement pour la partie DevOps? Alors, j'ai des vidéos et des lives. Oui, Donc, alors le podcast a été créé l'an dernier au mois de janvier. Janvier 2020, les vidéos ont commencé à arriver sur la chaîne YouTube en avril 2020 et les lives, je les ai commencés en avril 2021. ok, effectivement. Avril 2021, un peu plus, quelques mois un peu avant nous, quoi. Effectivement. Je vais juste par contre reprendre le chat sur mon autre fenêtre, parce qu'effectivement, c'est pas
facile de faire la démo en même temps que je parle. Et si je puis, je mets ça parmi, parce qu'effectivement, on avait pas mal de... Bon, ça, je vais fermer. Hop. Voilà. Toujours un problème avec cet ordinateur-ci. Si tu veux, il y a Isa qui pose une question, je peux te la lire. Voilà, effectivement, oui. Alors, donc, je pense que c'est elle, mais je suis pas sûr. Il pense que ça fait 2 ans qu'elle utilise Mattermost avec 120 utilisateurs, mais surtout, ce qui lui manque, c'est le vocal à la Discord, parce que c'est un truc de fou avec les bots avancés qu'on trouve aussi sur Discord. Ce que je peux répondre à sa question, elle est tout à fait légitime. C'est vrai qu'au début, il y avait une fonctionnalité dans Mattermost, une fonctionnalité en bêta, donc ça veut dire qu'on devait l'activer manuellement, qui permettait d'avoir la voix et la visio dans Mattermost. Mais ça a été retiré parce qu'il y a eu un partenariat avec Jitsi, et on s'est dit on va développer une extension qui permet, je veux dire, de binder correctement Mattermost à Jitsi. Et donc, en fait, la stratégie de Mattermost pour l'instant, c'est plutôt de se diriger, je veux dire, vers la voie des partenariats, vers les personnes qui savent faire le mieux ce qu'elles font au quotidien, quoi. Et en l'occurrence, Jitsi sait très bien faire son travail dans cette optique-là, et c'est pourquoi oui, on préfère effectivement se tourner vers des partenaires pour ça. Il y a des articles de blog dédiés à ce sujet-là, je pourrais vous les envoyer par la suite, comment configurer Jitsi sur Mattermost. Et en un clic, vous pouvez ouvrir votre propre salon Jitsi. Mais effectivement, c'est intégré dans Mattermost, mais à l'aide de plugins. Oui, justement, je m'étais posé la question, j'ai vu ça récemment, si on n'allait pas nous aussi l'inclure. Et c'est hyper pratique. Je l'avais activé sur notre instance de test et on peut en effet créer en un clic une visio, c'est super bien. Par contre, est-ce que justement, moi ça me fait poser une autre question, est-ce que les instances Mattermost peuvent se plugger directement à Jitsi, l'instance globale, ou est-ce que ça va être considéré comme un abus? Ah ben ça va dépendre effectivement de la politique du service SaaS offert par Jitsi. Il faut être en conformité avec les accords d'utilisation de Jitsi à ce niveau-là, effectivement, mais c'est vrai que par défaut, lorsqu'on installe le plugin, il se plug directement. Je ne sais plus si ils l'ont déjà défini dans l'URL par défaut, mais en tout cas, on peut se plugger à une instance SaaS déjà existante de Jitsi. Mais effectivement, à voir avec Jitsi. Alors, Issa nous répond, qui est un homme, effectivement, désolé. Euh, L'idéal, c'est si Mattermost intègre Jitsi directement dans Mattermost, là, ça serait génial. Euh, oui, bah, en fait, cette question-là, ce sera toujours un peu la question de quelle solution va-t-on privilégier vis-à-vis d'une autre. Donc, c'est pour ça que si on intègre ça directement, bah, ça risque peut-être de faire de l'ombre à d'autres solutions tierces, et notamment des personnes qui utilisent Mattermost dans un cadre quotidien. Il y a des entreprises qui utilisent Mattermost, par exemple, avec Microsoft Teams, mais pour la partie visio, par exemple. Donc, on voit effectivement que Mattermost préfère laisser le choix, je veux dire, aux administrateurs système de déployer leur propre extension pour le service qu'ils souhaitent. Parce que sinon, si on commence avec Jitsi, on doit continuer avec Big Blue Button, qui ont un excellent plugin également pour Mattermost, et également toutes les autres solutions propriétaires comme Cisco WebEx, etc. Donc effectivement, si on commence à intégrer tout ça nativement, ça risque peut-être de poser problématique. Donc c'est ça aussi, je veux dire, la liberté dans le logiciel libre. Vous composez votre Mattermost selon vos besoins et justement selon les extensions qui vous agréent le mieux au quotidien. Et justement, je voulais peut-être rebondir par rapport à une question que j'avais, Christophe. Et là, je vois que le live est en train de ramer. J'espère que ça tiendra. On a un frame drop un peu là, je crois. Ouais. Écoute, ce que je vais faire, je vais peut-être... Chez moi, il rame pas. Hein. Ah ben moi je le vois ici, je vois qu'il y a des pertes de paquets. Et c'est pas des pertes au niveau de la vitesse, c'est vraiment des pertes au niveau processeur. Bah écoutez, j'ai dû fermer l'onglet malheureusement du chat, donc je ne vous vois plus. Donc je te laisse, Rabat, tu seras mes yeux sur le chat, malheureusement. Vivement notre nouveau setup, parce que c'est vrai qu'on a un peu amélioré le visuel pour cette fois-ci, mais c'est pas encore tout à fait l'idéal niveau ordinateur. Et donc oui, je rebondissais vis-à-vis des extensions. Christophe, tu en as parlé dans ta présentation, tu as dit
oui, on n'a pas envie de vendeur loqué, donc de renfermer nos utilisateurs à nos solutions. Donc ça veut dire qu'on va les aider, je veux dire, à exporter leurs données et à partir facilement. Et moi, ma question, c'était, imaginons que tu déploies un logiciel libre, mais ce logiciel libre ne dispose pas de fonctionnalités permettant d'exporter ces données facilement. Est-ce que c'est quelque chose avec ta scope que tu développerais éventuellement pour aider ce logiciel-là à partir vers d'autres instances? Alors justement, ouais, c'est en effet quelque chose qu'on pourrait développer. Par exemple, on a une instance GitLab qui est le cœur de Frogit, mais évidemment, c'est une instance communautaire, c'est une instance partagée, hein, mutualisée, et on peut pas filer l'export la sauvegarde de GitLab aux gens qui partent. Donc là, justement, aujourd'hui, je suis en train de développer un outil qui utilise l'API GitLab pour sauvegarder les données, mais c'est parce que GitLab fournit déjà quelques outils pour sauvegarder ces données. Si le logiciel ne fournit pas d'outils pour sauvegarder les données, il faudra en effet qu'on développe cette fonctionnalité-là. Ok, et effectivement, peut-être améliorer ce point de vue-là dans la version Team Edition de Mattermost également, euh, à l'avenir. Oui, donc c'est lié par rapport à cette question-là. Donc des briques, tu en as parlé, c'est ta façon également de contribuer en retour au logiciel libre, parce qu'on n'en parle pas assez souvent. On dit utiliser tout le monde du logiciel libre, mais le problème c'est que si tout le monde l'utilise, bah il n'y a pas assez d'acteurs justement pour rendre le logiciel sustainable, comme on dit en anglais, donc qui se supporte à lui-même, si je puis dire. Et donc ta manière de contribuer au logiciel libre, c'est effectivement, comme tu l'as dit, en développant des briques, mais j'ai également relevé un point intéressant en intégrant dans l'équation des ergonomes, des UI et UX designers. Comment est-ce que tu ferais ça, je veux dire, au point de vue quotidien? Ce serait par exemple demander peut-être l'avis à tes utilisateurs pour voir quelles fonctionnalités vous aimeriez bien voir améliorer au niveau UX, quoi? Comment ça se passerait? Ouais, exactement. Alors là, du coup, il faudrait que je parle de notre deuxième service en ligne parce que Frogit est trop petit, alors que notre deuxième service en ligne, c'est un projet d'ampleur. C'est la boîte à outils qui va être nommée. Le nouveau nom, je le passe. Mais en gros, la boîte à outils, ça s'adresse aux entreprises ou aux organisations de moins de 500 personnes et ça va leur permettre de gérer leur quotidien. Donc ça veut dire, dedans, on va mettre un ERP pour faire des factures, la gestion commerciale, le CRM, etc. On va mettre un outil de collaboration pour éditer en ligne les logiciels, excusez-moi, il est tard, les documents. On va mettre en place de la discussion, de la visio, du partage de mots de passe, du partage d'agenda, enfin bref, tout ce qu'il faut pour gérer une entreprise. Et là, du coup, on va mettre en place plein de logiciels. On en a déjà identifié 7 ou 8. Et donc, ces 7 ou 8 logiciels-là, même si on met en place un SSO, il va falloir une ergonomie globale. Et donc, c'est là où on se pose des questions en se disant, bah, le jour où on aura les moyens, le jour où on fera des millions de chiffres d'affaires, est-ce que justement, on va pas faire appel à des ergonomes, soit freelance, soit embaucher des ergonomes, pour travailler l'ergonomie de ces logiciels. Et comme tu l'as dit, on va écouter nos clients, parce que pour chaque service en ligne, on va faire des communautés de clients, des clubs utilisateurs, où on va leur demander à chaque fois ce qu'ils veulent en fait. C'est-à-dire aujourd'hui pour Frogit, j'ai des idées pour la suite, mais je veux les valider auprès des premiers clients. Aujourd'hui, on a mis en place GitLab et Mattermost parce que ça nous semble essentiel. Nous, c'est ce qu'on utilise au quotidien, parce qu'on fait du code informatique aussi. Et donc, quand on aura lancé le service, on aura nos premiers clients, on va leur demander, bah, vous voulez quoi maintenant comme nouvelle fonctionnalité. Et ça va pouvoir nous aider à créer les produits qui répondent au mieux aux besoins des clients. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, en effet, effectivement, oui, par le biais d'user group, effectivement. Ok. Et donc là, oui, c'est plutôt l'user group qui va plutôt travailler de concert ensemble pour essayer de voir ce qui pourrait être fait pour améliorer. Et comme tu l'as dit ici, c'est aussi pour intégrer le logiciel à d'autres parmi l'écosystème que tu proposes, puisque d'après ce que tu me dis, c'est pour gérer, c'est un ensemble de logiciels pour gérer, je veux dire, l'ensemble d'une société. Euh, et donc, oui, les faire fonctionner ensemble. Donc, effectivement, c'est souvent la question qu'on nous pose. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une version white label, donc une version sans le nom Mattermost à mon client, ce genre de choses? Bah oui, c'est possible. Et donc, ce serait quelque chose.
que tu aimerais bien, je veux dire, d'envisager. Peut-être, je sais pas si ce sera un effet bénéfique, je veux dire, pour l'utilisateur final, mais commencer à renommer je veux dire, ton écosystème pour avoir un nom à toi. Est-ce que ce serait quelque chose sur lequel tu voudrais te diriger? Peut-être en risquant de faire de l'ombre au nom du logiciel sous-jacent que tu utilises? Alors, alors c'est intéressant comme question, j'en ai pas vraiment parlé, mais nous, on crée une start-up, mais on n'aime pas trop les start-up. Je commence par les startups et vous allez voir où je vais vous emmener. Euh, Nous, on n'a pas une vision startup des choses. C'est-à-dire que la startup, dans l'esprit collectif, c'est tu crées une société, hop, tu la fais grossir, puis tu la revends. Nous, on veut créer une startup coopérative, mais parce que c'est ce qu'on est en fait. On est une petite société qui va démarrer. Mais on est des entrepreneurs avant tout. C'est-à-dire qu'on sait que ce qui va faire tourner la boîte, c'est le chiffre d'affaires. Ça y est, je me suis déjà perdu dans mon fil. Oui, non, ça y est. Ce qui nous intéresse, c'est pas forcément de brander en fait l'outil avec notre nom. Ce qui nous intéresse, c'est de créer des produits. On ne veut pas être vu comme un hébergeur de solutions en ligne libre. On veut être vu comme un éditeur de solutions, de produits qui se basent sur des logiciels libres. C'est-à-dire qu'on va mettre en place Frogit, par exemple, on va mettre Mattermost, GitLab, on va les mettre ensemble, mais par contre, le produit, c'est Frogit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est juste ça, mais demain, ce sera plein d'autres choses. Et tout ça mélangé avec une ergonomie qui peut-être va aider les utilisateurs à naviguer facilement entre les outils. On veut vraiment développer la notion de produit Ok, ouais. à côté Produit du fini service en plus ligne. accompagnement, alors, puisque c'est quelque chose que tu nous as dit en préparant le live, tu aimerais bien à terme d'aider, je veux dire, à la conversion des entreprises vers une approche qui soit plus axée sur le libre finalement. Tu peux peut-être nous en dire plus là-dessus? Exactement. Alors on a fait, quand on a lancé la bêta de Frogit, on a lancé un questionnaire et en fait les retours ont été assez explicites. Il y a une grande majorité des bêta-testeurs qui se sentent un peu perdus devant l'intégration continue, qui est une des briques de Frogit finalement. Et du coup on se dit, nous, notre job, c'est de fournir le service. Par contre, il y a des gens qui sont très forts pour accompagner les utilisateurs, les aider, les former et les aider à faire. Et donc, pour chacun de nos services, on veut lancer ce qu'on appelle un programme partenaire. Et donc, on veut s'entourer de personnes qui, elles, sont capables de former les gens à utiliser les outils et évidemment des outils libres. Donc, ce sera plus facile pour ces partenaires-là parce que s'ils travaillent déjà avec ces outils-là, ils pourront les former. Il y a plein de gens qui travaillent avec GitLab. Donc, s'ils nous rejoignent dans le programme partenaire, bah, nous, on pourra leur envoyer des clients à nous qui cherchent des prestataires, ou eux, ils pourront nous envoyer des clients qui cherchent des solutions françaises, par exemple, ou hébergées en France. Donc ça, c'est valable pour les deux services en ligne qu'on a, parce que l'autre service en ligne, là, on s'adresse vraiment à des entreprises qui peuvent, pour beaucoup, avoir besoin de faire même une transition numérique. Donc, nous, on pense qu'il y a des TPE qui pourraient être plus productives avec notre solution. Ok. Donc c'est la notion aussi qu'on développe, c'est justement s'entourer de ces partenaires-là qui eux aussi pourront nous remonter des idées. Ok. Et justement, pour rebondir avec ça, si vous avez besoin de fonctionnalités pour Mattermost ou quoi, n'hésitez pas, je veux dire, à nous les mettre en commentaire ou quoi. On peut faire le relais également parmi la communauté pour faire appel, je veux dire, aux personnes qui seraient implémentées, intéressées, je veux dire, d'implémenter telle ou telle fonctionnalité. C'est aussi notre but finalement en tant que communauté francophone, mettre, je veux dire, les personnes pour les permettre de s'apprendre à se connaître et les mettre en lien. Je suis en train de regarder. Oui, le film La bataille du libre, oui, c'était une question. Je voulais rebondir également là-dessus en disant que euh, par le biais d'autres associations, notamment la Mouette en France et le projet LibreOffice FR dont je fais partie, c'est quelque chose auquel on a participé à la levée de fonds. Donc effectivement, je vous conseille effectivement de regarder ce documentaire-là, il est très bien fait. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question que sur laquelle je voulais rebondir? C'était vis-à-vis, comme tu l'as dit, accompagner au numérique et faire appel aux personnes justement qui s'y connaissent. Et au début de ta présentation, tu as dit que tu t'intégrais, donc Frogit, c'est une base de GitLab plus Mattermost,
Et je voulais savoir, au niveau de l'authentification unique, par exemple, avec ça, ce serait plutôt GitLab qui servirait, je veux dire, de moyen d'authentification et tu brancherais tous tes outils dessus, ou alors le but à terme, c'est que la petite entreprise, par exemple, qui n'a pas besoin de GitLab, ne doivent pas nécessairement s'authentifier sur GitLab pour avoir accès à son service. Alors là, je reconnais que c'est un peu plus technique, hein, donc... Ouais, mais c'est parce que là, tu mélanges nos deux services en ligne. Ils sont ok. décorrélés tous les deux. Ah, ils sont Donc, décorrélés. Ok. ouais, c'est-à-dire que Frogit est une marque commerciale, l'autre service en ligne, boîte à outils, c'est une autre marque commerciale. Ok. Et ils n'ont pas vocation, je veux dire, à... Frogit va rester Frogit et il ne sera pas repris, je veux dire, dans la boîte à outils. Comment est-ce que... Non, Ok, non, non. C'est-à-dire que Frogit, la cible, c'est vraiment les entreprises de la tech. ok. Et après, elles peuvent être utilisatrices, en Oui, effet, bien de sûr, notre oui. autre service, mais les deux sont pas censés communiquer ensemble. Aujourd'hui, Frogit, le SSO, il est fourni par GitLab. C'est GitLab qui va fournir le SSO à tous les services tiers de Frogit, parce qu'en fait, c'est très facile pour nous de créer des utilisateurs dans GitLab, Mhm. parce que l'API de GitLab elle est extrêmement bien travaillée. Pour ce qui est de notre autre service en ligne, il y aura un LDAP, parce que les entreprises ont besoin d'un LDAP, et du coup, c'est là-dedans qu'on va aller créer les utilisateurs, et tous les autres services devront s'interconnecter avec OpenLDAP, parce que c'est le LDAP qu'on a choisi. Et donc, si elles ne peuvent pas s'interconnecter, il va falloir qu'on développe des connecteurs. Ok. De fait, effectivement. Bah, merci pour cette précision, la distinction entre Frogit et la boîte à outils, en effet. C'est quelque chose que j'avais pas compris niveau marque bien séparée. Euh, Bah, écoute, oui, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Euh, Moi, j'en ai fini avec mes questions, en fait. C'est à peu près tout à ce niveau-là. On peut très bien reprendre celle du chat, je Oui, en pense. effet, il n'y a pas de Parce souci. qu'il y en a quelques-unes qui ont défilé. Donc il y avait Issa qui a dit intégration avec Exchange, ça existe. Donc si tu as un commentaire à faire là-dessus, n'hésite pas. Issa, si tu veux approfondir de même, tu peux nous relancer. Ok, quand elle dit intégration avec Exchange, elle parle pour la partie GitLab ou la partie Mattermost, j'imagine Mattermost, hein. Ouais, Oui, il y a des plugins, mais sinon dans la version entreprise de Mattermost pour dialoguer, je veux dire, avec un serveur Active Directory qui, par définition, euh, utilise la plateforme Exchange pour tout ce qui est boîte mail. Donc oui, d'une certaine manière, il y a moyen de lier les deux, si c'est ça la réponse qu'il souhaite. Est-ce que, quand on a préparé l'émission, tu m'as parlé du projet SPDX que moi je ne connaissais pas. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Oui, attends. Du coup, je reprends mon onglet parce que comme j'ai dû fermer puisqu'on avait des frame drops, bah, j'ai dû fermer tout ce que j'avais préparé. Euh, SPDX, attends. Le nom, je sais plus si tu sais me l'appeler je te l'avais noté. Euh, spdx.org/licence, c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait. Licence au pluriel. Oui, c'est ça, voilà, je l'avais en raccourci. Bah, effectivement, donc c'est un projet qui est lancé par la Linux Foundation qui a pour but de lister l'ensemble des licences qui sont libres et celles qui sont considérées comme open source. C'est un peu pour rebondir sur ce que tu avais dit au début, libre ne veut pas dire nécessairement open source et inversement. Et en fait, il faut savoir que le terme logiciel libre, comme tu l'as très bien dit, bah, ça vient de ces quatre libertés qui sont définies par Stallman, mais et qui sont, je veux dire, gérées par la Free Software Foundation. Tandis que l'appellation logiciel open source, c'est une appellation qui vient de l'OSI, donc l'Open Source Initiative. Et en fait, pour vulgariser, la Free Software Foundation se base plus sur l'aspect liberté des individus, et l'OSI, c'est plus la liberté de code source au niveau des entreprises. Et donc, en fait, ce projet-ci a pour but je veux dire, de voir quelles sont les licences qui sont considérées comme libres par la Free Software Foundation et les licences qui sont considérées comme open source par l'OSI. Et on voit qu'il y a certaines qui sont considérées comme libres mais pas open source et l'inverse est également vrai. Donc c'est assez intéressant de mentionner ça.
c'est quelque chose qui est revenu souvent ces derniers temps lorsque il y a eu l'histoire avec Elasticsearch, qui malheureusement, Amazon était en train de la déployer en offre SaaS. Et c'est pour un peu rebondir sur ce que tu disais, l'importance d'un SaaS libre. Et Amazon déployait donc Elasticsearch et finalement Elasticsearch n'avait pas vraiment de contrepartie vis-à-vis de ça. Et donc ce qu'ils ont fait, et à partir de la version, d'une nouvelle version, ils ont changé leur licence pour justement réduire le champ d'action des offres SaaS pour éviter justement de perdre de l'argent de ce côté-là. Et donc cette licence-là qu'ils ont développée, bah, elle est considérée comme d'une certaine manière open source, mais elle n'est pas libre. Et c'est là toute la question quel curseur, où devons-nous placer notre curseur lorsqu'on veut fournir du logiciel libre? Et je pense effectivement que le fait de faire cette émission, je veux dire, sur le SaaS libre, bah, ça a toute son importance pour les années à venir, puisqu'il y a de plus en plus d'outils qui seront basés, je veux dire, sur un service cloud. Et donc, il y a toute cette philosophie-là qui n'a pas, selon moi, été débattue au sein des différentes communautés, puisque à la base, je veux dire, on utilisait plutôt des clients lourds et pas énormément de services web qui, même à l'époque, n'existaient pas encore. Donc, effectivement, c'est une réflexion qui doit venir, et c'est pour ça que le fait que Christophe dise dans sa présentation que c'est une réflexion en cours, parce que justement, ça va dépendre également des réflexions qu'il y a au sein des différentes communautés du logiciel libre. Effectivement. Donc voilà, c'est sur lequel je voulais répondre. Je sais plus si on avait noté d'autres questions, ou même si toi, Rabat, en avais, ou si même dans le chat, il y en a encore. Dans le chat, il y en a pas mal. Donc, il y a Swens qui demande Hello, j'ai une question pour la boîte à outils. Les associations sont souvent, entre guillemets, en galère au niveau des outils informatiques. Est-ce que ta solution, Christophe, pourrait également être offerte aux assos en mode, entre guillemets toujours, free for non-profit organisation? Voilà. C'est une excellente question parce qu'on se l'est posé il y a pas longtemps pour Frogit, puisque en face de nous, on a quand même GitLab et GitHub qui proposent des free tiers, donc des services gratuits. En fait, c'est hyper dur de répondre parce que déjà, nous, on est tout petit. On est 4 personnes, dont 2 alternantes, donc autant vous dire que c'est pas très gros. Et notre première priorité, c'est déjà d'arriver à nous-mêmes en vivre. Donc si on n'arrive pas à dégager assez de chiffre d'affaires pour pouvoir nous-mêmes en vivre, ça va être compliqué d'offrir en fait des free tiers, donc des versions gratuites. En fait, le truc, c'est que on a aussi poussé la réflexion un peu loin, et si j'arrive à retrouver l'article, je vous le ferai passer, qui est un article américain qui propose de ne pas justement mettre en place de free tiers. Et nous, notre politique, elle est simple. Aujourd'hui, nous, on fait pas de publicité, on n'est pas un GAFAM. Notre business model, c'est l'abonnement. Donc, si on propose un free tiers, même aux associations qui sont en galère de thunes, eh ben, malheureusement, il va falloir qu'on trouve une autre source de revenus pour pouvoir financer ça. Donc, soit c'est les autres comptes payants qui vont financer les associations, soit il va falloir qu'on trouve d'autres sources de revenus. Et de notre point de vue, d'un point de vue écologique aussi, rien n'est gratuit. C'est-à-dire que tout doit avoir un coût. Après, ce coût, il peut être très réduit. Et c'est ce vers quoi on va. C'est-à-dire, on va vers des comptes pour les associations ou même les étudiants, parce que Frogit, on veut pouvoir faire des comptes éducation qui soient beaucoup moins chers que les comptes habituels. Par contre, pour l'instant, le compte gratuit, c'est pas dans notre philosophie. Et puis, en plus, on n'a même pas les moyens. Pour la boîte à outils, c'est sûr, il n'y en aura pas. Et pour Frogit, on se pose encore une autre question, c'est est-ce qu'on peut offrir des comptes pour les projets libres? Là, la réflexion, elle se pose encore parce qu'on pense que c'est largement possible, mais pas tout de suite. C'est sûr, il va falloir qu'on ait un seuil de rentabilité, qu'on l'ait atteint. Et pour aller plus loin, en fait, nous, on vise principalement au début les professionnels, parce que au niveau des associations, il y a tout un tas
de groupements comme les Chatons par exemple, qui sont des associations elles-mêmes et qui peuvent aider les autres associations. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour de notre côté. Oui, ou alors à ce moment-là, si vous ne savez pas offrir directement la solution en SaaS, peut-être appuyer et peut-être guider alors à ce moment-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire, je veux dire, même dans l'immédiat? Par exemple, un peu un genre de consultant, si on peut dire ça ainsi. Donc, par exemple, on a une association qui viendrait, voilà, j'aimerais bien avoir tel ou tel service, mais je ne sais pas comment m'y prendre, est-ce que vous pourriez me conseiller? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais offrir, même dans l'immédiat, ou alors tu préfères attendre d'avoir quand même un certain, je veux dire, chiffre d'affaires pour pallier à ça? Bah, nous, notre premier objectif, c'est d'arriver à vivre de nos services en ligne, hein. De fait. Donc de fait, on va plutôt chercher à les vendre. Et en plus, le conseil, comme je l'ai dit, ça va plutôt être pour nos partenaires. Donc c'est plutôt eux en fait qui vont trouver les bonnes solutions pour les personnes qui vont les voir. Nous, c'est vrai qu'on nous pose des fois la question, parce que l'Hydra, comme c'est un collectif de freelance, bah forcément, il y a des gens qui viennent nous voir. Et là, on peut les réorienter vers des chatons, vers d'autres personnes, ou même des solutions gratuites. Mais en fait, ce qui me gêne dans cette idée-là, c'est moi j'ai géré beaucoup d'associations, hein. J'en ai géré 4 ou 5 et j'ai traîné dans beaucoup d'associations. Et ce qui m'embête, c'est le fait que bon, déjà les associations elles n'ont pas de moyens, mais surtout on encourage les associations à aller vers le gratuit et à considérer qu'en fait ces solutions peuvent être gratuites. Et ça m'embête quelque part. Le fait qu'il y ait pas qu'en fait qu'on soit pas payé à notre juste milieu, et ce qui va encourager les gens à aller vers des solutions comme Google, Amazon. Et peut-être aussi brider la qualité du service que tu es en droit de donner aussi. Donc ça pourrait donner une image ainsi, comme quoi ça, je veux dire, une image biaisée vers, je veux dire, une qualité moindre aussi, si jamais ton- ton- ta consultance est gratuite, c'est ça que je veux dire. Exactement. Par contre, rien ne nous empêche, et ça c'est peut-être un truc qu'on va travailler, de proposer aux entreprises qui sont clientes chez nous. Vous connaissez probablement le principe du café suspendu ou de la place de ciné suspendue. Ben, on pourrait faire une place de SaaS suspendue, par exemple. C'est-à-dire que on pourrait encourager les clients à donner un peu plus pour que des associations puissent profiter de notre service. Ça, c'est des choses qui sont, à mon avis, plus souhaitables. Ok. C'est vrai que ça en Belgique, on ne connaît pas du tout le fait de donner un peu plus. Euh, Et je voulais rebondir par rapport à ça, justement chez Scaleway, qui est un partenaire français que j'aime beaucoup. Eh ben, dans les tickets de support, par exemple, on peut, je veux dire, remercier la personne qui nous a aidés en mettant, je veux dire, un pourboire en plus. Et donc, c'est un aspect qu'on n'a pas du tout en Belgique. Alors, pourtant, on fait partie, je veux dire, de la même francophonie, mais pourtant, à quelques kilomètres de distance, on n'a pas cette même philosophie. Et c'est bien que tu le mentionnes. Avec l'histoire du café suspendu, je peux me renseigner là-dessus parce que je ne connais pas du tout. Donc, merci. Ouais, moi, à mon cinéma auquel je vais, il y a des places de ciné suspendues. Ce qui fait que des gens payent des places de ciné par avance. Et puis, si tu as des personnes qui ont pas les moyens, mais qui veulent quand même aller au cinéma ou avoir de la culture, bah, ils peuvent prendre une place de ciné qui a déjà été payée par avance. Mhm. Isa demandait combien c'était les abonnements. Bah, pour Frogit, on les a pas encore annoncés, donc je peux pas vous le dire. Je peux vous dire que ce sera correct. Et pour la boîte à outils, ça va de 27 € pour 10 utilisateurs à je sais plus combien. 27 € par mois à je sais plus combien pour 500 utilisateurs. Et moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Imaginons qu'un de tes utilisateurs veuille une fonctionnalité qui soit comprise dans la partie entreprise de Mattermost. Est-ce que c'est quelque chose que vous délivreriez ou alors vous vous limiteriez à la Team Edition? Alors c'est compliqué. Donc c'est compliqué par plusieurs niveaux. Déjà parce qu'on sortira un petit peu du concept de SaaS libre. Mhm. Néanmoins, moi j'avais envie très clairement au début de pouvoir proposer, pour que ce soit pour GitLab ou pour Mattermost que je connais un peu moins, mais en tout cas je connais bien les licences GitLab, de pouvoir proposer des licences GitLab sur Frogit.
Ce qui est compliqué parce qu'en fait, une instance GitLab, elle a forcément un seul type de licence. Soit tu es totalement free, soit c'est totalement la licence premium, soit c'est totalement la licence ultimate. Mhm. Et donc, ce qui fait que si tu as 2000 personnes sur ton instance, mais qu'il n'y a que 10 personnes qui sont intéressées par l'ultimate, tu payes quand même les 2000 ultimate. Donc, pour l'instant, on a fait le choix de rester complètement libre. Moi, c'est un truc qui m'intéresserait de pouvoir proposer ça. Rappelle-moi, ce ne sont pas des instances qui sont dédiées à chaque utilisateur. Vous ne sauriez pas d'une certaine manière. C'est partagé, c'est une offre mutualisée. C'est ça que tu Ouais, parlais, n'est-ce c'est pas? un vrai SaaS. Pour le Ok. coup, c'est un vrai SaaS. La boîte à outils, c'est différent parce que du coup, la boîte à outils, chaque entreprise a sa propre système, ça a son propre système d'information, tout est isolé. Mais par contre, le Frogit, oui, c'est un vrai SaaS. Comme GitHub, GitLab, tout est partagé parce que l'objectif aussi, c'est de pouvoir collaborer avec d'autres personnes. En effet. Par contre, évidemment, tu as des équipes qui sont séparées, tu as des groupes qui sont séparés, donc tu peux gérer les groupes privés, etc. Donc nous, on a des équipes Mattermost qui sont privées. Oui, de fait. Ok. Et ça fait aussi partie de notre mutualisation des moyens. Comme on a mutualisé un petit peu les ressources, même si on a quand même une infrastructure qui peut encaisser jusqu'à 1000 utilisateurs aujourd'hui, j'espère bien qu'on aura 1000 clients, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais en tout cas, euh, on a réussi à mutualiser un petit peu les ressources. Si on mettait une instance pour chaque client, eh ben, tout de suite, on aurait 10, 20, 30, 40 serveurs, et là, c'est plus vraiment dans notre objectif de faire réduire les ressources. Oui. Excepté pour la partie la boîte à outils où là vous essayez peut-être de vous adapter, je veux dire, à la problématique d'une entreprise spécifique aussi. Ouais, exactement. Mais là, l'implémentation est un peu différente au niveau technique. Ok. Ouais, donc vous faites vraiment bien la distinction. J'ai bien fait, je veux dire, de poser la question de la différence technique, je veux dire, entre Frogit la boîte à outils. Moi, je voulais te poser un truc parce que dans mon job quotidien, je suis fort actif dans les parties réseau. Et en préparant le live, en fait, tu nous as dit, oui, notre offre, en fait, on est un peu tributaire, je veux dire, de ce que nous offrent les cloud providers français, francophones, ici en l'occurrence. Et s'ils ne supportent pas l'IPv6, ben on est un peu bloqué, on ne supportera pas non plus. Et moi, je voudrais rebondir là-dessus parce qu'en en fait, en France, vous avez un grand nombre d'IPv6, vous n'avez pas vraiment de problème d'IPv4, vous n'avez pas vraiment de problème à ce niveau-là, mais nous, en Belgique, on est beaucoup plus limité, en Allemagne également. Et donc, sur certains produits qui imposent malheureusement d'avoir une connexion directe, eh ben, quand on est en double NAT, eh ben, ça pose problème. Je pense par exemple le cas de Mattermost. Lorsque vous tapez dans le chat et qu'on voit cette personne est en train d'écrire, ben, ça passe par une connexion WebSocket qui est une connexion directe. Et ça pose généralement problème lorsqu'on est en double NAT. Pareil, lorsqu'on veut faire du collaborat online avec donc la suite LibreOffice dans le cloud, lorsqu'on tape, il y a des problèmes de synchronisation, notamment justement à ça. Et nous, avec Mattermost, on avait déjà relevé le sujet sur Scaleway, en fait. Et on l'avait mentionné en disant que il faudrait que vous nous aidiez à faire remonter ce problème-là chez eux. Et donc, je vais vous passer le lien de la feature request pour essayer un peu de l'upvoter, si vous le savez, pour un peu permettre qu'ils gèrent ce souci-là. Parce qu'effectivement, c'est un problème qu'on aimerait bien, je veux dire, de voir être résolu le plus rapidement possible. Parce que pour les pays qui n'ont pas, je veux dire, euh, d'IPv4 à tir la gogo, ben voilà, ça pose problème. On est dans du double NAT. Et voilà quoi. Et donc, ça permettrait également de pousser un peu l'adoption avec l'IPv6. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat. Et donc, si vous pouvez éventuellement upvoter cette feature-là, ça pourrait grandement nous aider. Et pas que Mattermost, hein. Typiquement, toutes les personnes qui sont impactées par ce problème-là. Je parle également par rapport à Jitsi pour la communication entre les différents utilisateurs. C'est également quelque chose qui pose problème en Belgique, surtout. Vous n'êtes pas nécessairement concerné en France, comme je l'ai dit. Et donc, l'avantage du SaaS, qui nous dit, l'avantage du SaaS, c'est aussi de ne pas pouvoir trouver de serveur qui tourne 24 heures sur 24 quand on en a besoin, quelques heures par jour, par mois. Oui, de fait, donc j'imagine C'est vrai. que ton infra est prévu, je veux dire, pour être scalable, si je puis dire, Christophe, en fonction des besoins des utilisateurs, j'imagine.
Alors, c'est une très bonne question. J'ai prévu de faire une vidéo sur notre infrastructure. Aujourd'hui, elle n'est pas scalable, elle n'est pas hautement disponible, elle est robuste et on est capable de la remonter en quelques heures seulement. Pourquoi on a fait ce choix-là? Parce que on lance un service, on ne sait pas combien on va avoir de clients, on ne sait pas combien on va générer de chiffre d'affaires, donc penser tout de suite à une offre scalable hautement disponible. Déjà, ça fait presque plus d'un an qu'on est sur le projet. On ne serait toujours pas sorti en fait de bêta. Par contre, notre offre, on sait qu'on peut encaisser jusqu'à 500 utilisateurs sans aucun problème. Et si on plante le service, tout est redondé, les disques sont redondés, les sauvegardes sont redondées. Donc on pourra remonter le service J'ai remonté notre infra de staging cette semaine, il y a 2 jours. Ça nous a pris 3 heures. Restauration de sauvegarde comprise. Ok, ouais. Parce qu'on travaille en infra as code et que du coup, on est capable de tout relancer automatiquement. Et puis après, on remonte les. Encore, on aurait pu faire plus vite. C'est juste, on a eu quelques petits soucis. Mais du coup, on pense pas tout de suite là au dispo. Par contre, dès qu'on va atteindre 1000 utilisateurs, on va se poser des questions sur OK, comment on fait maintenant pour aller vers les 2000, les 3000, etc. Et on va changer l'infrastructure. Oui, c'est en Donc aujourd'hui, fonction, par palier, finalement. Vous allez penser ça en fonction du nombre d'utilisateurs que vous allez avoir. Vous allez repenser votre infra à ce niveau-là, quoi. Chaque fois que vous intervenez un palier. Un nouveau palier. Ok. exactement là pour l'instant, Frogit, c'est euh, quelques serveurs plus un agrégat Kubernetes pour la CI. Et demain, ce sera autre chose encore. Plus du stockage objet, etc. Mais demain, ce sera autre chose parce qu'il y aura 2000 utilisateurs et donc là, on passera sur du hyper scalable. Mais on aura les moyens en fait. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de passer autant de temps en R&D. De fait. De fait. C'est logique, vous allez pas passer du temps sur quelque chose qui est pas encore existant. Exactement. Je parle par rapport au nombre d'utilisateurs, mais on se projette, on essaie de prévoir. Mais surtout, Ouais, effectivement, que les cloud providers peuvent entre-temps changer la façon dont ils ont implémenté. Donc le travail qu'ils auraient fait à l'instant T, bah, il dit que dans 2 mois, ce sera toujours la même chose, quoi, puisque c'est vrai. si je reprends encore le cas de Scaleway, ça change beaucoup ce moment-ci. Donc Bah voilà. ouais, par exemple, typiquement, on est chez Scalway, notre infrastructure elle est hébergée chez Scalway, on a une partie de nos sauvegardes qui sont chez OVH, parce qu'on met pas tout dans le même panier, Oui, on mais l'a vu récemment, voilà. malheureusement. Mais du coup, quand on a commencé notre projet, Scalway avait pas encore leur offre de Kubernetes managé, Mhm. ce qui fait que nous, on est parti sur l'offre cloud classique, on a pensé à l'offre cloud telle qu'on l'a pensé, et puis quand l'offre Kubernetes est arrivée, on s'est dit, bah tiens, on va mettre nos runners, donc Mhm. les serveurs qui gèrent l'intégration continue, dans Kubernetes managé, et puis on va évoluer comme ça. Et on l'a fait évoluer, on l'a fait évoluer petit à petit notre service. Ok. C'est aussi les préceptes DevOps, c'est les petits pas et on fait le petit pas minimum pour améliorer encore et encore. On fait pas tout de suite le bon truc avec un déploiement en infra as code, hautement disponible avec du blue-green deployment, avec des tests, etc. Non, on fait d'abord les petites étapes et puis on atteint la version minimum de ce qu'on veut vendre aux entreprises parce qu'on veut aussi viser un service pour les entreprises. C'est-à-dire que nous, on fournit pas un serveur pour l'entreprise et puis c'est tout, parce qu'il y a beaucoup d'hébergeurs qui proposent ça, qui proposent du GitLab managé, mais c'est un serveur, puis il y a un deuxième serveur pour le runner. Nous, on fournit le chat, on fournit les pages, on est tout managé en infra as code, donc on fournit un service supplémentaire hyper robuste. En tout cas, c'est notre souhait. Ok. Alors moi j'avais une autre question. Comme on peut le voir en fait sur Mattermost, maintenant on est à Mattermost Cloud si vous voulez, ce qui est une offre SaaS. Euh, par rapport à ça, euh, imaginons qu'il y ait déjà des clients qui soient sur l'offre SaaS de Mattermost, mais qui aimeraient bien de se plugger à différents outils que vous aurez développés. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez bien, par exemple, de, de favoriser ou alors vous êtes totalement fermé à l'idée? Eh ben, je sais pas. Euh, je sais pas si les gens seraient capables de payer pour avoir aussi leur compte Mattermost chez nous et de pas l'utiliser.
Ah oui, Parce donc que vous ne le retiriez pas, oui, du bundle, de fait. Ouais. notre philosophie tarifaire, C'est pas à la carte, quoi, finalement. c'est pas la Ok. carte. Ouais, parce que si on veut faire baisser les prix, parce qu'on veut pas faire des prix super hauts non plus, si on veut pouvoir avoir des prix justes, on est obligé de standardiser. Et comme on fait de la phrase code et qu'on standardise, on peut arriver à obtenir des prix intéressants. Si on commence à faire du à la carte, et c'est aussi pour ça sur notre autre service, c'est beaucoup plus. J'ai un écho de mon côté, je sais pas ce que c'est. Euh, Où j'en étais? Oui, sur notre autre service, on a plein de services, justement. Si on fait chaque service à l'unitaire, bah déjà, nous, ça va être compliqué à gérer au niveau prise de commande, au niveau gestion, au niveau maintenance. Donc, on a préféré faire un bundle complet et finalement essayer de faire baisser les prix au global. Donc, c'est sûr, si les gens cherchent un service de ce côté, un service de ce côté, c'est pas chez nous qu'il va falloir qu'ils viennent. Surtout que demain, on va rajouter de nouveaux services, donc le tarif va augmenter. Oui, de fait. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, le service à la carte, c'est une discussion que j'avais déjà eue avec le CTO de Mattermost, Corey Heulen, parce que je lui mettais en évidence le fait que les préoccupations aux États-Unis et celles en Europe ne sont pas du tout les mêmes. Aux États-Unis, on vise plutôt la recherche de fonctionnalités et d'interconnexion avec les outils des GAFAM, quoi, finalement, tandis qu'en Europe, on est plus axé sur liberté, comme tu l'as dit, les 4 libertés du logiciel libre, mais également la possibilité d'avoir une alternative européenne qui ne soit pas sous la mainmise, je veux dire, des big tech, quoi. Euh, et donc, on avait envisagé effectivement, à terme, ce serait vraiment bien si la licence entreprise de Mattermost, qui est à mon goût d'un point de vue européen, avec un palier d'entrée qui est assez haut au niveau prix, si on pouvait rendre par exemple des fonctionnalités comme la fonctionnalité LDAP accessible directement parmi une offre qui serait plus légère fatalement, mais une offre peut-être à la carte, mais davantage axée au niveau européen. Bah, moi, en tout cas, je pousse pour cette adoption. On est plusieurs au sein de la communauté à pousser pour cette adoption et cette vision au niveau européen. Et on espère peut-être qu'un jour ça aboutira et qu'on sera entendu. Parce qu'effectivement, il y aurait pas mal de fonctionnalités. Une partie, je veux dire, qu'on nous reproche souvent, c'est que la fonctionnalité du LDAP est 100% mise dans la partie entreprise. Alors, quand je dis 100%, c'est peut-être pas tout à fait correct parce qu'en fait, on peut utiliser Mattermost comme serveur d'authentification, euh, si vous voulez, mais on ne sait pas le proposer comme client. Et la partie client de l'authentification de Mattermost au niveau LDAP, si je puis dire, bah, elle ne fonctionne qu'avec GitLab, puisqu'il y a un partenariat avec eux. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez un peu à GitLab, bah, vous voyez que chaque fois que GitLab annonce une nouvelle version, ils disent on s'intègre avec telle version de Mattermost, parce qu'en fait GitLab dispose d'une propre version de Mattermost qu'ils intègrent dans GitLab même, et ça s'appelle le package Omnibus. Donc vous pouvez éventuellement aller voir ça si jamais ça vous intéresse. Tout à fait. Et je sais Ah, pas quelle version tu utilises toi du coup quand tu te dépasses, c'est l'Omnibus aussi alors peut-être? et pour l'instant, on utilise l'omnibus et on déploie en effet la version omnibus. On a une version de retard pour éviter d'essuyer les plâtres. Ouais, en effet. Ouais. C'est logique. Bah, généralement, c'est ce que fait GitLab, hein. Quand ils packagent une version de Mattermost, elle est généralement en N-1, si je puis dire. Bah, du coup, on sera en N-2 pour Mattermost et N-1 pour GitLab. Ok, il n'y a pas de souci. C'est De pas toute grave. manière, Ça évite les ouais, voilà, casses. effectivement. Et de toute manière, les versions de Mattermost changent quasiment tous les mois. Donc ici, il y a une release tous les mois. Et il y a des versions à support à long terme, dont la version 5.37. C'est ce qu'on évoquait la semaine dernière avec les traductions. C'est pour ça qu'on voulait vraiment avancer pour la partie 5.37. On n'est pas vraiment arrivé, mais bon, on a fait quand même du progrès à ce niveau-là. Donc voilà. Oui, on aimerait beaucoup participer aux traductions aussi. Et ce que tu dis, ça fait écho à la discussion qui est en train d'avoir sur le chat, là, sur le prix. Ouais. Donc Isa nous dit que c'est 10 $ par utilisateur et par mois. Je pense que c'est les prix de Mattermost, ça. Ouais, ouais. Donc pour 100 utilisateurs, ça fait 12 000 $ par an. Et Isa demande est-ce que c'est mieux d'héberger soi-même. Akanoa nous répond qu'en effet, le souci d'héberger soi-même, c'est que c'est chronophage. Bah oui et non, parce que dans Mattermost, il y a juste qu'un seul binaire écrit en Go, c'est ça l'avantage, à remplacer. Donc il suffit de remplacer ça et ça fonctionne.
Et il y a un peu des paquets pour une majorité de distributions Linux, surtout pour CentOS, Red Hat et Rocky Linux. Alors je sais bien que toi, Christophe, tu utilises plutôt du Debian, et effectivement, à ce moment-là, euh, on- On utilise du Debian. ouais. Après, En self-managed, effectivement, c'est moins cher du coup que la version cloud, du coup, ouais. Ce qui est mieux. alors ça dépend. Ça dépend parce que déjà, 12 000 $ par an, tu vas le faire maintenir comment ton Mattermost? Parce que c'est bien beau de dire que c'est un paquet, mais il y a tout le système d'exploitation avec à tenir à jour. Et ça, c'est un travail à temps plein, mine de rien. Comment est-ce que tu vas le déployer? Comment est-ce que tu vas t'assurer que ton déploiement il fonctionne? Comment est-ce que tu vas tester sur une instance avant que ça arrive chez les utilisateurs? Donc il va falloir avoir plusieurs instances chez toi. Il va falloir quelqu'un qui suive ton Mattermost, qui le connaisse, qui va savoir comment est-ce qu'il réagit, comment est-ce qu'on va le configurer, etc. Et tout ça, finalement, c'est des compétences que 12 000 $ par an, c'est vite amorti. Hein. Ouais. Au niveau Et surtout support, parce qu'en fait, ici, certes, ils mettent Premium Support dans la version Custom Pricing, mais il y a du support également dans la fonctionnalité Cloud Professional. Donc, si jamais il y a un souci, il y a des architectes, comme ils appellent ça, qui viennent aider et qui expliquent où le bas blesse, où est le souci dans votre configuration, ce genre de choses. Donc, c'est quand même un avantage aussi je veux dire, de faire appel à ceux qui l'ont développé, quoi, finalement, puisqu'ils connaissent bien leur produit, quoi. Et ouais, puis il y a un autre truc aussi qu'on a tendance à oublier. À chaque fois, on dit. Bon, en tout cas, je le vois avec GitLab. Les gens me disent ouais, GitLab c'est facile, tu fais un apt-get install et puis voilà. Donc j'aimerais bien les voir faire un apt-get install Oui. pour tout, parce que quand tu vas Ça taper dans marche pas des comme ça. voilà, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Déjà, quand tu commences à séparer ton serveur de page de ton serveur Git, tu commences à avoir des problèmes. Nous, c'est ce qu'on a fait. Mhm. Donc, on a commencé à avoir des problèmes. Quand tu vas activer la CI, quand tu vas configurer la CI, enfin, bon, bref. Et là où je veux en venir, c'est quoi le business de ton entreprise? Est-ce que c'est de gérer un Mattermost et de faire une économie de 12 000 $ par an? Ou est-ce que c'est de gérer ton business et de déléguer la partie qui n'est pas de ton business? Et ça, pour le coup, vraiment, moi, j'ai des personnes qui sont intéressées pour devenir clients chez Frogit parce qu'ils gèrent déjà leur GitLab et ils savent à quel point c'est compliqué, c'est chiant et ils le maintiennent pas. Ce qui fait qu'en fait, ils font une mise à jour tous les 6 mois et c'est long parce qu'ils doivent faire plusieurs mises à jour et que à chaque fois, ils doivent se replonger dans les docs. Et donc, c'est un coût qui est énorme pour les entreprises. Et quand c'est des petites entreprises, en l'occurrence, quand c'est des entreprises de moins de 5-6 salariés, eh ben, ce coût-là, il peut être justement supporté ailleurs. Bon, après, sans utilisateur, ça se défend, mais est-ce que les entreprises qui ont son utilisateur ont une DSI pour gérer ce genre de choses? C'est toutes des questions en fait où c'est pas uniquement le prix en fait, il y a le temps qui est mis en place pour comprendre les outils. Et il y a aussi le respect des données utilisateurs, parce qu'imaginons on ne fait pas ces mises à jour, les données fuitent. Euh, L'entreprise qui détient, je veux dire, tes données sur ton GitLab, bah, c'est un peu toi qui en es responsable en tant que prestataire technique. Donc Ouais. c'est ça aussi dont il faut tenir compte, quoi. Euh, alors voilà, voilà. Alors, dans le chat, on nous dit, ouais, Docker Run GitLab et c'est fini. Bah, pas vraiment, hein. Non plus. Je dirais même que c'est même pire avec Docker, parce qu'on doit mettre un front-end en plus, quoi, avec des règles de redirection vers le bon conteneur. Donc voilà. Oui, Live Paradox nous dit un truc très juste, c'est le même principe avec le cloud. Tu te concentres sur ton business et tu gères pas ton infra. Donc quand on passe dans le cloud et qu'on utilise des services managés typiquement, eh ben on n'a pas à les gérer et on se concentre sur la création de notre produit et la mise en place et la vente de notre produit. Et ici, en Non. l'occurrence, c'est plus l'accompagnement client et voir ce qui leur convient finalement dans le cadre, je veux dire, des boîtes à outils et des services pour les entreprises que tu as envie d'offrir, quoi. C'est pas commencer à aller, je veux dire, voilà, c'est ça que je veux dire, quoi. Je sais pas Oui, si tu as puis il faut. compris ma réflexion à ce niveau-là. Oui, 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 mais il faut aussi connaître ton produit parce que Ouais, GitLab, tu as des fonctionnalités qui sont pas activées par défaut quand tu l'installes. Je prends un exemple tout bête. Récemment, on a travaillé sur ce qu'on appelle les GitLab pages fermées. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu crées un site statique sur GitLab, que tu le mets sur les GitLab pages, donc ça te présente ton site statique, mais c'est public.
et ben, tu as une possibilité dans GitLab pour que tes pages statiques, elles ne soient visibles que par les personnes qui appartiennent au groupe GitLab. Et ben ça, tu m'intéresses parce que j'aimerais bien te faire ça pour une association dont j'ai la responsabilité technique. Tu me montreras peut-être comment activer. C'est disponible dans la version gratuite, dans la version Team? Ouais, Ah, ok. c'est disponible. Mais par contre, c'est pas facile, hein. Déjà, Ok. il faut activer ton GitLab page et ensuite, il faut configurer ton. Je sais plus comment ça s'appelle. Effectivement, bah, je ne le connaissais pas, effectivement. Mais oui, en fait, pour dire par rapport à ça, est-ce que, imaginons, toi, tu offres carrément, tu as dit quelques outils, 9-10 outils, services dans ta boîte à outils. C'est déjà chronophage de savoir les maîtriser, etc. Mais est-ce que vous allez demander, par exemple, du support à ceux qui l'ont fait, justement, si jamais vous êtes bloqué ou alors, je veux dire, de façon quotidienne, avoir un service de support inclus, vous, de votre côté? Parce que aussi, ça permet, je veux dire, de reverser, je veux dire, votre contribution au logiciel libre tout en améliorant votre service, puisque vous avez, je veux dire, une corde en plus à votre arc. Si jamais il y a un client qui vous pose une question et pour laquelle vous ne savez pas répondre directement, bah, vous appelez le support de la société en question qui a développé le logiciel. Je ne sais pas si c'est une philosophie que vous avez aussi de recourir systématiquement à un pack de support. Alors, pas systématiquement, parce que typiquement, si on parle de la boîte à outils, notre outil central, c'est Nextcloud. Donc, je vous l'apprends pas, hein, parce que Ouais, ouais. Nextcloud est assez répandu. Sauf que la politique tarifaire du support de Nextcloud est difficile à tenir avec les tarifs qu'on propose. Ok. Donc, nous, on aimerait bien pouvoir payer Nextcloud pour, pas à l'utilisateur, en fait, mais avec une grosse somme par an. Pour l'instant, on n'a pas les moyens, mais le jour où on aura les moyens, c'est quelque chose en effet qu'on voudrait faire, qu'on voudrait privilégier. Après, faut que ça rentre dans nos coûts, ou alors faut qu'on augmente nos tarifs. C'est là où c'est compliqué quand c'est une licence à l'utilisateur. Ouais. Ou alors demander une offre préférentielle à l'entreprise en question. Ça, c'est toujours des choses Exactement. qui peuvent se produire. Moi, je vous le dis, pour certaines associations, j'ai pu obtenir des tarifs préférentiels pour Mattermost. Bon, voilà, c'est un peu au cas par cas, quoi, si on veut. Donc, effectivement, qui ne tente rien à rien, si je puis dire. Donc, Ouais, mais je pense on va demander parce on va intégrer beaucoup d'outils. mhm. On va aussi faire de la pédagogie autour de ces outils. On va les diffuser sur des chaînes YouTube particulières. On va créer une chaîne YouTube pour la boîte à outils dès qu'on aura lancé vraiment le truc. Donc on va parler de ces outils-là, Nextcloud, etc. Et on va présenter des fonctionnalités comme je fais aujourd'hui avec GitLab. Ok. Donc Mattermost, ça fera partie aussi des choses que je vais explorer. Bah, écoutez, s'il y a Franck Karliczek, c'est le fondateur de Nextcloud, si jamais il entend parler d'autres vidéos, bah, effectivement, vous avez déjà un client qui serait intéressé par une offre Nextcloud, une offre support à tarif préférentiel. Donc voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le chat? Il ça toujours qu'il demande, il y a le support Mattermost Gold Premium. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Je ne sais pas. Oui, et Alif Je sais pas. Paradox qui dit oui, c'est tout à fait normal de payer le juste prix pour ce service parce que derrière ça, ça prend quand même des gens pour faire leur travail. Ah oui, il y a un truc auquel on n'a pas discuté, c'est le fait du fameux dumping. Il y a certaines sociétés en Europe, notamment je vais pas le dire leur nom, qui s'amusent à faire du logiciel libre, mais qui sous-traitent tout, je veux dire, dans des pays très lointains, en Russie ou en Inde, et qui prônent ça comme des alternatives éthiques. Bah, effectivement, quand on regarde un peu, je veux dire, toute la strate de la couche logiciel libre, c'est également un élément à prendre en compte. Et ici, bah, fatalement, Mattermost, bah, on ne fait pas du dumping social. Et ici, dans l'occurrence, Christophe, comme tu l'avais dit, comme on en avait discuté au début de l'émission, le fait que tu sois en scope, bah, ça le prouve déjà. Ce n'est pas, je veux dire, tu veux rétribuer, je veux dire, de façon juste et équitable pour le travail que tu fais. Et c'est tout à fait logique, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. C'est pas dans notre logique d'aller chercher des prestataires à l'extérieur. Le discours, le discours, il peut s'entendre dans le fait où tu vas payer des gens dans des pays où le coût de la vie est moins important, du coup tu fais des économies. Mhm. Mais il y a en fait un effet en faisant ça qui est un peu pernicieux et auquel on ne pense pas, c'est que la monnaie, je m'intéresse énormément à la monnaie, c'est un truc qui me passionne depuis des années, la création monétaire et la circulation de la monnaie. La monnaie que tu vas dépenser dans un pays étranger
c'est de la monnaie que tu fais échapper de ton propre pays. Donc ta communauté monétaire, qui est représentée par ton pays, ou en l'occurrence par l'Europe, si tu le fais partir de ton territoire, il revient pas. Alors que si tu prends des prestataires locaux dans ton pays, eh ben, la monnaie, elle va circuler dans ton pays. Donc ça, c'est hyper important au niveau soutien de l'économie. C'est aussi important parce que je parlais de l'impact, on va avoir un impact bénéfique sur la société, ça en fait partie, ça. En effet, c'est un élément à prendre en compte. Et c'est bien que tu le soulignes, effectivement. Pas de dumping social, une rétribution juste. Et, euh, et oui, il y avait un autre terme qu'on avait évoqué en préparant cette émission, mais euh, j'ai oublié le terme que tu avais employé. C'est pas grave. Bref, l'idée est là. Je sais pas de quel terme là. Bah, moi non plus, j'ai oublié. À bientôt, Isa 2019. Bientôt. Oui. Tu parlais de plus-value. Oui, économie circulaire, un cercle, comment est-ce qu'on appelle ça? Un cercle vertueux. Oui, voilà, un cercle vertueux, c'est le terme qu'on avait employé, effectivement, oui. Euh, oui, ça passe par plusieurs acteurs, quoi, si finalement, et si un des acteurs ne joue pas le jeu, que ce soit du client ou du côté de l'entreprise, ben, ce cercle vertueux-là est cassé. Et on le voit souvent, comme je le disais, dans certains fournisseurs de logiciels libres, qui ne reversent pas, par exemple, à la communauté, ou alors qui gardent tous les bénéfices pour eux, et même les add-ons qu'ils développent, bah, ils les gardent pour eux aussi. Donc ça, c'est problématique. C'est problématique, puisque ici, d'après ce que tu me dis, ce n'est pas quelque chose que tu as envie de faire, puisque ces plugins-là, c'est quelque chose que tu as envie de développer pour la communauté. Donc ça, c'est cool aussi. Ouais, en fait, il y a la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut libérer ou pas quand on crée une société comme ça. Parce que évidemment, t'as le cœur de ta société, t'as le cœur de ton business. C'est quelque part la recette que tu utilises pour mettre en place ton infrastructure. Donc typiquement, tout ce qu'on utilise pour faire l'infra as code de Frogit ou de la boîte à outils, ça, on va pas le libérer, on va le garder pour nous. Par contre, tous les trucs à côté, qui sont pas au cœur de notre business, eh ben on peut les libérer parce que ça va pas mettre en péril quelque part notre business de libérer un connecteur SSO pour tel logiciel, d'améliorer l'ergonomie de tel logiciel. Au contraire, même, ça va aider tout le monde. Par contre, ce qui est vraiment au cœur de ton business, et c'est là où justement il y a des questions sur le financement du libre, qu'il y a plein de gens qui se posent. Et ben ces questions-là, c'est qu'est-ce que tu peux libérer en tant que société et qu'est-ce que tu ne peux pas libérer. Surtout quand tu es des petites sociétés. On n'est pas tous Red Hat, hein, donc, Oui, en fait. ou Mattermost, qui sont quand même assez grands. Mais on n'a pas toutes ces tailles-là. De fait. Mais effectivement, en préparant l'émission, on avait dit, par exemple, un truc que tu pouvais libérer, c'est par exemple style la documentation. Comment est-ce que vous avez répondu à votre propre besoin? Comment est-ce que vous avez architecturé votre, votre, euh, votre infrastructure, mais sans donner la Ouais, recette finalement. exactement. Ouais, tout à fait. Ça j'ai prévu de le faire parce qu'il y a une notion de transparence qui nous est assez importante. Et nous, on va essayer de faire de la pédagogie sur comment est-ce qu'on a fait, pourquoi est-ce qu'on a fait, et puis aussi pour donner de la confiance aux gens. S'ils viennent chez nous, ils sauront comment on a fait les choses. C'est ce que fait d'ailleurs GitLab. Si vous allez sur gitlab.com, vous avez l'architecture actuelle de GitLab, comment est-ce qu'elle est architecturée et comment ça tourne. Effectivement, ouais. Et, j'avais vu ça. Il y a également les prestataires, comme on l'a vu avec Scaleway, etc., qui aiment bien de mettre, je veux dire, en avant les partenaires, je veux dire, qui ont déployé un service sur leur infrastructure et ils donnent la documentation de comment est-ce qu'ils ont résolu leurs problèmes. OVH fait ça aussi. J'ai vu dans leur doc qu'ils expliquent comment est-ce que des acteurs ont utilisé l'infra cloud européenne pour répondre à leurs besoins. Alors pour GitLab, effectivement, je l'avais vu récemment, cette histoire-là de l'infra, mais le site a un peu changé. Euh, Ensuite, il faut aller dans les documentations. oui, donc ils ont changé, à mon avis, c'est ressources, tac tac, GitLab Docs, quelque chose ainsi peut-être. C'est Ouais, docs.gitlab.com. c'est ça, ouais. Ouais, j'y passe toute ma journée, tout le temps. Donc. Et donc, oui, tu l'as. Ah, tiens, ouais, de fait, on change de domaine, donc il me redemande la question des cookies. Et là, tu peux faire une recherche directement sur
sur architecture, je crois. Architecture. Budget of architecture. Oui, c'est ça aussi la question de la transparence, on l'évoquait dans la présentation, justement pour gagner la confiance du client et le fait de prouver le plus possible que tu respectes tes engagements et tes propres valeurs, bah, sans toutefois donner toute ta recette qui te permet de faire vivre ton entreprise, c'est d'être le plus transparent possible, justement, notamment quant aux technologies utilisées. Et effectivement, open sourcer d'une certaine manière sa documentation et par le biais d'articles expliquer comment est-ce qu'on a déployé son architecture permet d'y répondre. Et oui, malheureusement, c'est pas. Ouais, j'y suis tombé dessus tout à l'heure, c'est dommage. Ouais, c'est toujours ça, hein, quand on est en live, on ne retombe pas sur le bon truc, ou alors ça ne fonctionne pas en live. On en sait quelque chose avec CentOS. Encore lui. De toute façon, CentOS c'est bientôt fini, on avait fait la remarque Ouais, ouais. la dernière fois. Mais c'est pas une raison pour ne pas arriver à déployer ce foutu Mattermost. Oui, sur je cette suis version. d'accord. Ça va devenir un gag. Ça va être un mème. Ouais. Bah écoute, ce n'est pas trop grave hein, qu'on n'a pas la. Non, non, non. Mais en effet, on va faire un portail documentaire aussi parce qu'on va nous-mêmes produire notre propre documentation. Parce que même si on se base sur GitLab, on a fait des choix d'implémentation, par exemple si je parle de l'intégration continue, où il faut qu'on documente ce genre de choses. Et donc on aura un site documentaire et on utilise d'ailleurs un gestionnaire de sites statiques qui s'appelle Docusaurus pour faire ça, qui est un produit libre, et qui sera hébergé sur les Frogit Page. Donc on va utiliser notre propre service pour héberger notre propre site. Ah, donc tu veux dire que tu peux utiliser par exemple les GitLab pages d'une certaine manière pour héberger, que ce soit un Read the Docs ou en l'occurrence ici ta solution, j'ai déjà oublié le nom. Les Frogit Page. Ouais, ouais, ouais. Exactement, oui, tu peux utiliser les Frogit Page pour héberger ta documentation. Ok. C'est le but même. Oui, mais même si on utilise une technologie comme Read the Docs qui permet, je veux dire, d'embellir un peu l'apparence ou même MKDocs, des bazar ainsi. Donc tant que le site est statique. Ah oui, tant que le Ok. site est statique, tu peux l'héberger Ok, c'est pas sur mal. GitLab Page ou Frogit Page, aucun problème. Mais il faut que tu aies ton CI qui soit à jour pour qu'il puisse compiler tes pages, je veux dire, d'un point de vue statique, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. Oui, mais ça, quand tu crées ton projet, tu l'héberges sur le Frogit Lab, tu tournes sur la Frogit CI et tu vas le balancer sur les Frogit Page. Ou si tu vas chez GitLab, c'est tout pareil Ok. chez GitLab. Ok. Bah écoute, ça c'est cool que tu vas penser à faire un portail docs. On ira un peu tripouiller dedans aussi dans le cadre de nos lives. Exactement. Et on envisage aussi de créer une communauté, ça je l'ai pas dit, mais on envisage de créer une communauté autour de Git et de GitLab avec justement un portail documentaire annexe, donc un wiki pour le coup. Ce sera pas nos docs officiels, mais ce sera un wiki. En français Et alors du coup? en français, ouais. Oui, Nous, ça, c'est étonnant parce que. Et c'est une bonne chose parce que du contenu ainsi en français, c'est difficile à trouver. C'est assez rare. D'ailleurs, on nous l'a dit dans les commentaires, merci, je sais plus qui nous a dit ça, qu'ils ont trouvé un live qui parle de Mattermost en français, ils sont très contents pour ça. Bah, merci, merci de nous remercier. Quoi. C'était justement Issa, il me semble. Ok. c'est exactement ça. Le nombre de contenus en français manque et en fait, depuis le temps que je crée du contenu en français, je m'aperçois qu'il n'y a pas besoin d'aller en créer en anglais. Et puis, en plus, d'un point de vue technique, quand on s'adresse à des personnes dont c'est pas la langue native, l'anglais, nous on est des francophones, comprendre quelque chose qu'on connaît pas dans une langue qu'on maîtrise pas forcément très bien ou même qu'on maîtrise, ça nous fait faire une gymnastique mentale qui est supplémentaire. C'est vrai. C'est ça l'avantage des anglophones, ils ne doivent pas se casser le derrière pour essayer de comprendre leur documentation. Quoi. Effectivement, nous on a cet exercice-là en plus. Il n'y a plus. Les docs sont moins bonnes en French. Ouais, c'est bien dommage. On y travaille. Ok. On y travaille. Et d'ailleurs, Docusaurus, je sais pas si je peux envoyer le lien dans le chat, mais ils ont une doc en français qui est très bien faite parce que c'est des natifs qui l'ont faite. Ah, ok. C'est un projet français à la base ou francophone du moins? Non, c'est un projet de Facebook. Ok. C'est en licence libre. Je vais mettre le lien dans le chat parce qu'on a longtemps cherché
gestionnaire de site statique. Au début, on était parti sur Gatsby. Puis après, on s'est aperçu que c'était un peu compliqué. Et puis, le besoin de la documentation est venu se rajouter. Et là, j'ai découvert Docusaurus sur LinkedIn, quelqu'un qui en parlait. Et on a regardé. Et franchement, c'est très facile à mettre en place. C'est très rapide. Il y a une instance de test ou il bac à simple, je vois. Ouais, il y a une instance bac à sable. Ok. Ah, c'est cool, on va pouvoir un peu jouer avec ça. Et effectivement, je n'hésiterai pas à te repinguer sur le sujet, parce que c'est vrai que ça m'a l'air d'être bien. Et c'est une bonne alternative effectivement à Read the Docs, même s'il y a certaines personnes qui l'aiment bien, dont moi aussi. Bah, l'avantage, c'est que Docusaurus, il gère aussi le blog, les pages et le site. En fait, on va tout gérer sur Frogit avec Docusaurus. Pour notre site, en tout cas. On va pas avoir plusieurs trucs à gérer. Ok. C'est bien pratique. Exactement. Et puis, ça gère le Markdown, le JavaScript. Donc, on peut aller assez loin au niveau esthétique. Ces moments-ci, j'entends parler beaucoup de Wikijs, qui est un truc qui monte assez bien parce qu'il y a pas mal d'entreprises actives dans le libre qui commencent à l'utiliser et à le sponsoriser, justement. Donc, c'est aussi une alternative, je veux dire, crédible, même si effectivement, c'est un peu plus. Ça fait tout ce truc-là, c'est assez bien fait, quoi. Est-ce Ouais, que, Wiki... je sais pas, Docusaurus, par exemple, est-ce que tu peux, si je modifie un fichier localement et que je le synchronise par Nextcloud, est-ce que ça peut avoir comme intention de redéployer le site avec la modification que j'ai faite en simplement en enregistrant le fichier ou quoi? Comment ça se passe? Alors non, il faudrait que tu le versionnes dans Git. Ah oui, il ne le fait pas. Bah ici, par exemple, WikiJS, c'est un truc qui se fait, quoi. Et oui, mais C'est c'est parce effectivement. que Docusaurus, c'est pas un wiki. Ok, Toi, tu compares un wiki avec quelque chose qui n'est pas un wiki. ok. Du coup, Wikijs, c'est pas un site statique. Mhm. C'est un site dynamique et c'est un wiki, tout le monde peut l'éditer. Par contre, Docusaurus, tu changes le code et après ta CI, elle va générer tes pages et puis pof, c'est Ouais, parti. mais il faut toujours avoir. Moi, c'est un genre de solution qu'il me faudrait, c'est qu'il puisse être édité avec un truc en CI pour, je veux dire, pour que ça tourne, mais que le commode mortel puisse aller éditer également la documentation sans devoir faire une pull request sur, sur le repo, quoi. Tu vois, c'est un peu l'idée. On va mettre l'éditeur en ligne dans GitLab. Ok, ouais, de Justement, fait. Ok, ouais, t'as pas mal. l'éditeur en ligne et moi, ça fait partie des fonctionnalités que je voudrais rajouter. Je voudrais rajouter un éditeur, un environnement de développement en ligne complet. C'est un truc que faudrait que je demande aux futurs clients, mais c'est un truc, je pense, ça peut vraiment aider les gens. C'est-à-dire que tu développes tout dans ton navigateur. Et quel que soit l'endroit où tu es, tu pourras développer dans ton navigateur. Tout le monde aura la même configuration. Tous les membres de l'équipe auront la même configuration. Et tu auras un environnement d'exécution en ligne, en fait. C'est ce qui s'est passé avec Ah, GitHub qui a sorti ça cette semaine-ci. Si vous appuyez sur le point et sur n'importe quel repo, il va vous reconvertir sur github.dev et hop, ouais, vous allez ça j'avais avoir pas vu. comment est-ce qu'on appelle un éditeur Visual Studio Code, quoi, puisque maintenant ça a été racheté par Microsoft, quoi. Enfin, Hmm. GitHub a été racheté par Microsoft, donc du coup ils poussent un peu leur technologie. Et il y a tout qui fonctionne dedans, quoi. Bam. Et voilà. Et tout le monde peut éditer, quoi. Ouais, c'est ce que j'aimerais mettre en place. Mais Bon, ça, ce effectivement, à sera mon pour avis, dans un il an. y a GitLab qui va apporter une réponse à ça. Parce que bon, voilà, ça. Et ils ont déjà une réponse, ils ont déjà le Web IDE, mais Mhm. ils ont surtout l'intégration avec Gitpod, Ouais, j'ai déjà entendu parler de ça. On qui est un l'utilise aussi pour Collabora, on l'utilise pour code. le Collabora, en effet, ouais. Et bim, et voilà, on a la possibilité d'afficher la preview à gauche, à droite. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tout tour de mes questions, de ce qu'on avait préparé. Euh, Est-ce que dans le chat, peut-être, vous avez des questions? la- A priori, non. bon, oui, si c'est maintenant la convergence des outils Microsoft, bah oui, de fait, hein, ça. Je vais le tout racheter. Bah voilà. Bah, ce que je peux faire, effectivement, c'est d'abord remercier Christophe de nous avoir préparé cette belle petite présentation aussi, qui fait un peu écho à nos amis de Framasoft et de leur idée de cloud libre, avec le principe des chatons. Donc c'est quelque chose qu'on pourra un peu même rediscuter avec eux, justement, pour aller retrouver des occurrences qui datent d'avant 2009,
pour t'aider justement à compléter cette présentation-là aussi. Et voilà. Bah, un tout grand merci à ta communauté aussi qui nous a Ouais. rejoint aujourd'hui. On était une bonne dizaine, là on est 12. Ouais. On vous remercie quand même pas mal. Donc je propose qu'on en reste là. La semaine prochaine, bah, il n'y a pas de live fatalement puisque c'est... Une semaine sur 2. Voilà, exactement. Donc on nous vous revient d'ici 15 jours avec du nouveau contenu et peut-être un nouveau invité parce qu'il y a une personne qui nous a contacté également pour nous présenter un autre sujet. Donc qui sait, soit ce sera effectivement une interview ou alors on continuera sur le travail qu'on a ensemble, GitLab, moi. Travail moi-même. Ouais. Je commence à mélanger, effectivement, il commence à devenir C'est tard. pas grave. Ben voilà. Ouais. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, on fait habituellement, avant de se quitter, un giveaway. Alors, cette semaine-ci, bah, ce sera Christophe, euh, notre invité, qui l'aura. Mais si dans les 2 minutes ici qui viennent, si quelqu'un euh, nous mentionne sur le chat, il pourra éventuellement prouver le fait qu'il soit resté jusqu'au bout. Et donc, il aura une compensation pour son effort, d'une certaine manière, d'être resté jusqu'au bout, de nous avoir écoutés. Alors, bien sûr, t'as Christophe, tu réponds dans le chat, mais toi, t'as déjà gagné, ça va pas. Non, il vient de revenir parce que il avait un Ah, petit, ok, un petit ok. problème technique. Ça tombe bien pour le petit mot de la fin. Du coup, je vais répéter un petit peu ce que William a dit. Donc, la première personne qui va tout simplement @Mattermost aura un petit cadeau. Donc, des goodies, des t-shirts. Ah, du coup, il y a tout le monde qui se manifeste, hein, quand on parle cadeau. Là, je crois qu'ils ont pas compris. Ah Ah, bah bah voilà, voilà. bah, ce Ouais. sera Manon5486. Bah écoute, il suffit que tu nous suives sur les réseaux sociaux et que tu nous recontactes sur l'instance Mattermost ou même via Twitter et on te donnera tes goodies. Ton dû. Romain, ce sera pas toi aujourd'hui, Ah ouais. peut-être la prochaine fois. Ouais. Donc sur les réseaux sociaux, sur Twitter c'est la même chose, MattermostFR et le lien du serveur Mattermost de l'instance est en bio, il me semble. Oui, tout est en bio en fait, que ce soit Voilà. sur Twitch ou même sur notre page, sur notre channel YouTube, tout est dessus. Donc il suffit que vous nous suiviez sur le lien mentionné, que vous envoyez la preuve, bien évidemment, que vous nous suivez. Normalement, on reçoit une notification. Et vous nous contactez. J'ai pas Twitter, là, écoute, ce n'est pas grave. Même sur notre canal Mattermost, que ce soit sur YouTube ou alors notre instance Mattermost, il suffit de nous rejoindre là-bas. Il n'y a pas de souci. Mais on retient que dans tous les cas Romain de Troyes qui a mentionné également. Il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas son cadeau et aussi on peut faire une exception. N'est-ce pas, Rabat? Ouais, y a pas de souci. Ben voilà. Bah écoutez, merci à tous de nous avoir répondu dans le chat pour vos questions intéressantes. Merci à Christophe pour sa Bah, présentation. On se capte de toute manière sur les réseaux sociaux et dans l'after ici, mais ça c'est une after entre nous. Et on... Ce sera pas en live. voilà, effectivement. Et on se dit à la prochaine. Merci à tous et dans 15 jours. Salut. Bonne soirée à vous. Bonne nuit peut-être.